Merci d'être avec nous. C'est une émission spéciale à laquelle la rédaction de LCI vous convie. Regardez au bas de l'image, vous allez voir s'afficher le QR code qui vous permet de nous adresser vos questions. Elles jalonneront cette soirée. Vous pourrez les poser, vos questions, vos remarques aux éditorialistes généraux, spécialistes qui sont sur ce plateau. On aura aussi nos envoyés spéciaux. Ce sera notamment Sonia Dridi à Washington dans quelques instants. Le président Trump dit, il a demandé à ses conseillers, c'est le Wall Street Journal qui le rapporte, des options pour une attaque rapide et décisive en Iran, sans risque de guerre longue. Et regardez l'image qui illustre la volonté militaire renforcée des États-Unis d'Amérique. C'est le destroyer lance-missile américain Delbert Black. Et j'aimerais que vous commentiez cette première image. Elle est très intéressante parce que ce sont des opérations qui sont menées d'entente avec les Israéliens. C'est-à-dire que là, vraiment, Israël, les États-Unis sont déjà main dans la main et ça donne le ton sans doute des opérations en cours. Michel Polaco, vous êtes grand spécialiste notamment de tout ce qui vole, mais pas seulement. Qu'est-ce qui se passe là ? Là, on va parler des marins. Alors, vous savez qu'il y a des grandes traditions dans la marine. La première, c'est que dans la marine, on salue tout ce qui bouge et on peint le reste. Puis la deuxième, c'est qu'on est toujours en train de faire des exercices. Et ben donc, ils font des exercices. Donc, ils sont à proximité, ils font des échanges, ils se courent après, ils se mesurent, ils utilisent leurs sous-marins, ils utilisent leurs drones, leurs avions. Et voilà, on est toujours en train de faire des exercices pour préparer la guerre. Avec tout le monde autour. C'est une tradition. Donc, si vous voulez, ils sont près des Israéliens, mais il y a aussi des Saoudiens, etc. On se choisit quelques sparring partners, comme on dit, et puis on fait des exercices. Mais c'est tout à fait normal. Et puis c'est aussi une manière de rappeler aux gens qu'il faut travailler ensemble, parce qu'ils travaillent ensemble, ces gens. Ensemble, et j'insiste encore une fois, Israéliens et Américains, c'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard. Et en même temps, on a besoin de travailler ensemble, comme nous on travaille au sein de l'OTAN entre les marines, les aviations et les forces terrestres. Ça s'appelle l'interopérabilité. C'est-à-dire que si demain ça claque, eh bien il faut qu'ils soient capables de travailler ensemble, ils ont les mêmes procédures, ils ont les fréquences, etc., tout concorde pour pouvoir se mettre éventuellement, par exemple, sous les ordres d'un amiral américain, et puis être capable d'agir en synergie les uns avec les autres. La deuxième chose qui est intéressante, ça c'est que c'est une unité de la marine qui est très récente. Donc c'est un destroyer, il est bourré d'artillerie anti-aérienne, il a des missiles Tomahawk, il a des capacités anti-sous-marines. C'est une des frégates les plus récentes de l'armée américaine et je pense que c'est pas à hasard qu'on nous la montre ce soir. Voilà. Sophia Amara, toujours cette image et toujours cette collaboration, jusqu'où va-t-elle ? Là, Israël a quand même expliqué dès le début qu'il ne voulait pas intervenir. Cela dit, en même temps, reconnaissant qu'elle avait des cellules du Mossad à l'intérieur du territoire iranien, donc d'être en plein exercice en attente de la décision du président Trump de pousser ou non le bouton, c'est un peu normal. Est-ce qu'il collabore au point, on entend parfois dire qu'en réalité Netanyahou est presque le conseiller militaire de Trump, que Trump l'appelle dès qu'il y a une grande décision. Est-ce qu'on en est là dans la proximité ? En tout cas pour l'Iran, oui, parce que Israël, c'est les yeux et les oreilles des Américains. Il y a peut-être une présence de la CIA, mais c'est surtout le Mossad qui est en mesure d'informer. Et tout au début du déploiement, d'ailleurs, le chef d'état-major israélien est allé à Washington. Avec nous aussi, Jean-François Bureau, merci beaucoup. Vous êtes ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN, ce sera très intéressant de vous entendre. Passons par Washington d'abord. Sonia Dridi, vous y êtes avec ces propos rapportés de Trump qui semblent montrer, en tout cas, s'il n'arrive pas à faire céder l'Iran, une volonté de se battre. Oui, puisque le Wall Street Journal a rapporté ce vendredi qu'il avait demandé à des conseillers de lui présenter des options d'attaque décisives, rapides, en évitant une guerre de longue durée au Moyen-Orient. Et selon ces conseillers qui se sont confiés au Wall Street Journal, l'idéal, selon eux, serait de frapper assez durement le régime pour qu'il cède aux exigences nucléaires américaines et qu'il arrête de réprimer les manifestants. Mais Donald Trump se montre aussi ouvert à la négociation. Il y a quelques heures, il a partagé sur son réseau Truth Social un article de Fox News disant que Donald Trump était ouvert à un accord avec l'Iran malgré le renforcement des capacités militaires dans la région. Des officiels américains ont assuré à des médias ici à Washington que ce n'était pas du bluff. On a appris ces dernières heures via des médias américains justement que le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, et son
envoyé spécial Steve Witkoff devait rencontrer ce vendredi en Turquie le ministre iranien des Affaires étrangères. Des officiels américains ont confié qu'ils espéraient que les Iraniens viennent à cette rencontre en étant prêts à faire des concessions majeures, notamment sur le nucléaire. En attendant, Donald Trump laisse planer le doute et ce vendredi, lorsque des journalistes lui ont parlé justement du renforcement des capacités militaires à propos des navires, il a dit « il faut bien qu'ils soient quelque part, donc autant qu'ils soient proches de l'Iran ». Merci beaucoup Sonia Dridi. Là, le ton de Exet, traiter à la guerre, notre rôle est d'être prêts et nous sommes plus que prêts. Alors Sonia Dridi, elle est plus politiquement, elle appelle ça des négociations. En bon français, c'est un chantage. Quand vous avez un pistolet sur la tempe et qu'on dit aux gens, il faut vraiment que vous cédiez, sinon on va tirer. C'est l'acte 2 de juin 2025, c'est-à-dire que ce qui n'a pas été terminé avec les frappes lors de la campagne des 12 jours, peut-être qu'elle est en train de s'organiser maintenant. Je pense que les Américains veulent faire plier les Iraniens, ils veulent pas les faire tomber. En vérité, les Américains n'ont absolument pas intérêt à ce que le régime tombe. Par contre, pour que la région tout entière soit effectivement stabilisée, ils ont besoin que le programme nucléaire soit définitivement mis hors jeu. Je pense que la question de savoir si ce sont les moyens militaires ou les moyens diplomatiques qui aboutiront à ce résultat n'est pas encore tranchée. La force, vous êtes tous sur ce plateau témoins, vous avez observé beaucoup de guerres américaines, vous avez travaillé avec les Américains au sein de l'OTAN. Ce déploiement de force inouï, quand on voit les images qu'on a là sous les yeux, le Lincoln, ce destroyer, tous les avions, combien 150 avions dans la région. 150 avions, on peut considérer dans la région au minimum, oui. Est-ce qu'il y a une manière, même s'ils ne tirent pas, ou s'ils ne tirent pas tout de suite, cette démonstration de force, c'est une manière de dire au monde entier et à la région, les patrons, c'est nous. Cette démonstration de puissance, véritablement de puissance planétaire, il y a quasiment que les Américains qui sont capables de faire une chose pareille. Donc, alors que ça représente peut-être 10% de la flotte américaine. Je rappelle qu'il n'y a qu'un porte-avions alors qu'ils en ont 11. C'est un groupe aéronaval. C'est un groupe aéronaval sur 11. Donc vous imaginez la puissance totale. Donc vous imaginez la puissance totale de cette marine et plus tout ce qu'il y a à terre. Parce qu'il y a un certain nombre de bases, il y a une centaine d'avions à terre, c'est absolument colossal. Et pourtant, ça n'est qu'une fraction de la puissance américaine. Si vous voulez, d'abord, il y a tout ce qu'on voit, ce qui nous montre. Il ne faut pas oublier la Méditerranée, parce qu'il doit y en avoir un peu en Méditerranée. C'est très probable. Faut penser à tout ce qui peut s'approcher assez rapidement. Donc, si vous voulez, oui, c'est une énorme démonstration de force dans laquelle il ne montre pas tout du tout, comme le dit le général à l'instant. Mais d'un autre côté, je pense qu'à un moment donné, c'est trop et ça suffit. C'est-à-dire que les ayatollahs, les mollahs, si vous leur mettez un arsenal pareil en face, ils savent que de toute façon, cette guerre-là, ils ne peuvent pas la gagner. Est-ce que ça marche? Les Saoudiens qui regardent ça, les Émiratis, toute cette région du monde qui regarde ça en se disant... Décidément, on est en 2026, on a prédit 1000 fois le déclin de l'Empire américain. L'Empire américain reste pour le meilleur ou pour le pire, souvent pour le pire, la puissance. Oui, mais ça reste la puissance pour plusieurs raisons. C'est une puissance scientifique, c'est une puissance monétaire, hégémonique avec les dollars, puissance scientifique et évidemment avec un budget qui est égal au budget de toutes les autres nations et qui est même encore en augmentation. Première Bien sûr question. Que c'est la puissance. Mais un mot sur c'est la méthode Theodore Roosevelt, c'est-à-dire c'est carotte et bâton, on parle doucement mais avec un gros bâton. Et cette armada, c'est le gros bâton. Question de Stéphane de Échevenet dans l'Ain. Si l'Iran refuse les termes de la négociation, quelle marge de manœuvre restera-t-il à Trump? Mais il va falloir qu'il frappe. Alors, s'il a beaucoup de chance, les frappes pourraient provoquer un changement de cap de l'armée. L'armée qui serait accueillie par la population avec des vivas, l'armée qui irait s'en prendre aux gardiens de la révolution, les gardiens des révolutions qui changeraient en grande partie d'allégeance, etc., etc. Mais ça, c'est le scénario de rêve, et c'est un scénario qu'on a en fait jamais vu dans l'histoire, parce que en fait dans l'histoire, les révolutions qui marchent, elles ne marchent pas contre des vrais despotes. Staline a envoyé, alors c'était la mort lente, mais a envoyé des centaines de milliers de personnes au goulag, de millions avant la guerre de 40. Il était très mauvais en 41, etc. Eh bien, il y a personne à partir de 45 qui a voulu ou qui a cherché à se faire la peau de Staline. Donc c'est aujourd'hui l'anniversaire de la victoire de Stalingrad, avec son fameux slogan « Plus un pas en arrière ». Ceux qui font un pas en arrière, on les tue. On les tuait quand ils reculaient. Absolument. Ce que nous avons connu chez nous à une époque aussi. Non, mais il y a eu une résilience aussi, il faut connaître. 70
70 000 personnes ont été tuées par le NKVD soldats pendant la bataille de Stalingrad. Donc ça fait pratiquement 2 corps d'armée. Est-ce que vous imaginez 70 000 personnes, le type il reculait de 2 mètres, il était fusillé. Donc c'est ce qui se passe encore aujourd'hui en Ukraine. Le régime soviétique. Et ça, ce sont ces régimes qui sont prêts à tuer. Le régime de Téhéran est de ceux-là. C'est-à-dire, il l'a montré, il y a peut-être 30 000 morts, personne ne sait les chiffrer, mais il y a peut-être 30 000 morts déjà, donc ils vendront leur peau très cher. Évidemment, et ils ont décrété ou annoncé qu'ils considéraient comme un coup d'État ces manifestations qui finalement au départ n'ont commencé que pour des raisons économiques, l'effondrement de l'économie, l'inflation galopante dans ce pays, et pourtant ils ont quand même décidé de qualifier ces émeutes tout à fait justifiées et finalement écrasées dans le sang comme un coup d'État. Donc 30 000 morts apparemment, d'après les chiffres, il faut à nouveau les vérifier. Et regardez ce régime qui fanfaronne, y compris par ces fresques qui ont été peintes devant l'ambassade des États-Unis. Donc, si je comprends bien les vides, je crois que c'est d'ailleurs la Suisse qui se charge des intérêts sur place, des intérêts américains. La représentation. Regardez, il y a une statue de la liberté dont le bras a été arraché. Il y a toutes sortes de représentations, un peu évidemment très, à la fois très agressives et très naïves. Qu'est-ce que c'est, un drone Reaper, c'est ça, qui est touché par le feu des Iraniens, prétendument, et entouré de chauves-souris, c'est ça? Ouais, c'est difficile on n'est pas sensible à l'art des gardiens de la Révolution, visiblement. C'est le Reaper, si vous permettez, Darius, le Reaper, c'est le drone qui a assassiné Qasem Soleimani en janvier 2020, près de l'aéroport de Bagdad. Et à l'époque, les Iraniens avaient juré la perte des États-Unis, avaient promis de se venger, et finalement, ils n'ont rien fait de conséquent. Et aujourd'hui, ils ont annoncé qu'il fallait discuter. Donc les Iraniens ont clairement commencé par faire un demi-pas en arrière devant la démonstration de force. Je pense qu'on est dans une séquence où à la fois c'est la suite de ce qui s'est passé en juin. Peut-être que ça peut se jouer autour d'une table. En tout cas, je pense qu'il y a une séquence qui va arriver jeudi, vendredi, quand les Russes et les Américains vont se rencontrer à Abu Dhabi, qui peut être un moment crucial. Avec l'incertitude des Américains qui évidemment peuvent mentir. C'est Sophia Mara qui rappelait qu'il y a 20 manières de dire le mensonge en iranien, c'est ça? Oui, ou en tout cas de qualifier le mensonge blanc, le mensonge innocent, et donc voilà. Et pour les Iraniens, ce qui n'est peut-être pas un mensonge, mais en tout cas pour Trump, il le considérera ainsi, c'est qu'ils vont tout faire pour gagner du temps et prétexter de plein de raisons pour aller revoir la hiérarchie, pour négocier sur le cadre des négociations avant même d'attaquer le contenu. Parce qu'aujourd'hui, si vous remarquez les déclarations des Iraniens, ils ne parlent pas des négociations, ils parlent du cadre. Pour le moment, en tout cas, il y a à la fois Trump qui a dit aux journalistes dimanche, quand il était encore en Floride, qu'il voulait négocier, il l'a dit tout à fait clairement, et que si évidemment la négociation, voilà, 3 petits points, et le président iranien, Pezeshkian, a dit que la guerre n'était pas dans l'intérêt ni de l'Iran ni des États-Unis d'Amérique. Il a ordonné l'ouverture des négociations. Question de Christophe de Toulon. Pourquoi les Américains n'arment pas les Iraniens? La question s'est posée tout à l'heure. Avec toute cette armada qu'on voit, c'est pas elle qui va pénétrer dans Téhéran. Hein. Est-ce que ce serait imaginable que les Américains donnent Kalachnikov, des armes à la résistance iranienne? Eh bien, il faudrait qu'il y ait une résistance structurée, coordonnée, un peu comme il y avait une résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y a des mouvements qui sont un peu épars. Il n'y a pas de chef charismatique, de leader. On a parlé de Pahlavi, mais effectivement, Pahlavi, il est quand même controversé. Il y avait son père, c'était la Savak, etc. Donc, c'est pas forcément l'homme providentiel. Donc, aujourd'hui, j'ai peur, malheureusement, qu'il y ait une opposition trop dispersée, qui ne soit pas militarisée, et qui ne soit pas en mesure de prendre le pouvoir, combien même on leur donnerait des armes. Et puis entraîner des troupes, même des civils, ça va encore demander du temps. Il ne s'agit pas de les armer, de les faire descendre dans la rue, parce que là, ils seront massacrés. Et les services secrets français ont fait ça, ont armé, par exemple, les opposants libyens, les armes françaises livrées par la DGSE parachutées par la DGSE dans le Djebel Nefoussa en Libye, se sont retrouvés plus tard à tuer des soldats français au nord du Mali, ça c'est la première chose. Et puis nous avons aussi la
DGSE aussi livré des armes à ce qu'on appelait l'armée démocratique syrienne. Vous vous souvenez ? Non, ces armes se sont retrouvées aux mains de ceux qui ont pris en otage mon camarade Didier François. Non, donc il faut faire très attention aussi. Toutes les armes qui ont été livrées par la DGSE à la résistance irakienne ont été à la résistance syrienne à Bachar al-Assad se sont retrouvées ensuite aux mains de groupes djihadistes, soit prises par la France. J'étais dans les bases, c'est faux. Voilà. Les armes qui ont... Les armes françaises ont participé à la démocratie en Syrie. Ben voyons. Sophia Mara. Non, un instant. Les armes syriennes qui ont été envoyées par les Européens et qui étaient en petit nombre. Elles ont été envoyées en Jordanie sous le contrôle des Européens, des Français, des Américains. Elles ont permis de former les Syriens et à un moment, ils ont fermé le robinet. Les armes qui ont pris en otage tout un pays et toute une région et qui n'ont pas pris seulement en otage nos confrères journalistes, mais toute une population syrienne et irakienne, c'était les armes irakienne. Parlons d'aujourd'hui. Moi, je suis frappé. Sophia Mara, pardon. Je suis quand même frappé. On est en 2026. Il y a eu 30 000 morts à Téhéran et on entend beaucoup de on aurait pu, on aurait dû en 1952, en 1943, en 1932. Là, on est en 2026. Et les Américains, avec leur qualité, leurs défauts, agissent. Et j'entends beaucoup. On essaie de retenir les leçons de l'histoire, Darius. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. On essaye de retenir les leçons de l'histoire parce que l'histoire nous donne des leçons. D'après vous, les Iraniens, les Américains risquent de faire des gaffes là? Écoutez, si cette opération de bombardement, surtout sur un territoire qui est 3 fois grand comme la France, réussit et que demain nous avons la démocratie en Iran, oui, je suis sceptique. Je dirais que Trump est un génie stratégique. Mais pour le moment, les bombardements n'ont pas encore eu lieu. Je pense qu'effectivement, essayer de négocier, essayer de refaire le coup qu'il a fait au Venezuela, me semble, de son point de vue, plus sage. Alors, ce qui intéresse Trump je me rappelle ce que vous avez nous avez dit tout à l'heure, une action rapide, décisive, sans risque de guerre-londe. Et ben moi, je vous dis que ça n'existe pas. Voilà, tout simplement. C'est dans les rêves. On veut tout et son contraire. C'est absolument impossible. Si elle est rapide, elle sera pas décisive. Si elle est décisive, elle sera longue, elle sera indécise et il y aura des morts. Voilà. Donc il y a des choix qu'on ne veut pas faire. C'est en même temps. On veut tout en même temps. C'est un peu le slogan comme dans les films. Non, je ne crois pas que Trump veuille tout en même temps. Trump, il veut mettre fin au programme nucléaire américain. Iranien. Oui, mais quand il dit ça, et c'est ça le sujet, c'est ça qui fait consensus avec les Israéliens, avec les régimes de la région, les Qataris, les Saoudiens, et finalement ce que dit le ministre des Affaires étrangères français aujourd'hui, c'est effectivement le sujet, c'est le programme nucléaire iranien. Et c'est ça qui est très bonne question. Pardon, on reviendra au nucléaire dans un instant, mais très bonne question. Encore une fois, c'est les questions qui jalonnent et qui rythment un peu notre émission. Donc c'est un peu le jeu, voilà, et on répond et chacun est appelé à les poser et vous à y répondre. Franck de Ferrières au Clocher qui demande, c'est dans l'heure, Trump parle-t-il de négociations pour ramener tous les moyens possibles afin de faire une guerre rapide et ferme? La dissimulation, il n'y a pas que les Iraniens qui savent mentir. Tout le monde sait mentir. Oui, est-ce que Trump ment? Il dit on va négocier, blablabla, et en fait il est en train simplement de mettre tous les moyens de son côté. Personne ne sait quelle est la stratégie de Trump. C'est ce qu'il avait fait effectivement en juin dernier quand il avait frappé les installations nucléaires, puisqu'il avait donné un ultimatum de 15 jours et que 24 heures après ou 48 heures après, il frappait. Donc là, on ne sait pas, mais en tout cas, pour le moment, il se garde toutes les options. Moi, je crois qu'ils ne sont pas prêts encore, notamment sur le plan défensif, parce que là, ils ont à peu près de quoi frapper. En revanche, ce qui serait catastrophique, c'est que Tel Aviv prenne des missiles, ou bien que les bases américaines prennent des missiles, et je pense qu'ils ont encore besoin d'approvisionner des munitions, d'épaissir leur couverture anti-aérienne, et les négociations, c'est pas forcément un prétexte. Je pense que s'il a un deal, il attaquera pas. C'est un bon deal. Voilà. Mais en même temps, la négociation lui sert à continuer à approvisionner son front de manière... Il faut qu'il ait un deal flagrant qui lui permette médiatiquement de crier victoire aux États-Unis, qu'il en a beaucoup besoin dans sa politique intérieure où sa cote de popularité est en train de baisser, et pour préparer la volonté américaine de dominer la situation. Question personnelle, Jean-François Bureau. Vous étiez ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN. Aujourd'hui, on a un secrétaire général qui appelle Trump Daddy. Comment vous le trouvez ? Je le trouve plutôt bien, Monsieur Rutte, parce qu'en vérité, contrairement aux apparences, il a fait reculer Trump sur le Groenland. Est-ce que les Américains ont essayé de vous recruter à la CIA ?
Non. Vous n'avez même pas essayé? Je ne crois pas. Bon alors, comment ça se fait? Non, mais sérieusement, je pense que le secrétaire général adjoint de l'OTAN, on le décrit comme on veut. Mais sur leur volonté de dominer, là on voit à quel point... Oui, mais il a mis un coup d'arrêt à la volonté de dominer de Trump. Le projet de Trump sur le Groenland, il était tel que Trump l'expliquait. Et Rutte a réussi à faire en sorte qu'il y ait une négociation entre les Danois et les Américains sur le statut de la base. On a complètement changé le sujet. On est au cœur de notre sujet, jusqu'où ira la domination des Américains. Regardez les B2, puisque si effectivement Trump agit contre le nucléaire iranien, c'est sans doute à l'aide de cet avion qu'il considère comme son avion fétiche. B-52 et B2. Absolument, il y a le B-52 et le B2 sur la même image, plusieurs générations d'avions qui incarnent la puissance américaine. Toutes vos questions bienvenues, non seulement sur la guerre d'Iran, peut-être, mais en général sur Trump. Trump est-il fou ou est-il un génie de la conquête ou est-il un fou dangereux? Tous vos avis, toutes vos questions bienvenues et nous y répondrons en direct sur ce plateau. À tout de suite. Il n'y avait personne. Bonsoir, rebonsoir, merci d'être avec nous. Les images des déploiements américains alors que Donald Trump demande une attaque rapide et décisive contre la République islamique d'Iran. Missiles THAAD, missiles Patriot, missiles Tomahawk. Avec nous sur ce plateau, le général Nicolas Richoux, Sylvie Berman, Michel Polaco, expert en aéronautique dont on apprenait tout à l'heure qu'il avait fait sa première radio en 1966. À quel âge avez-vous, Michel Polaco? Quand on aime entendre. L'âge de lire Tintin, mais j'arrive à la limite. 77. Donc, c'est ça, de 7 à 77 ans. Voilà, c'est ça. Voilà. La vie commence à 77 Absolument. ans. Vous vous rappelez ce que disait Tino Rossi. Merci à Monsieur Bureau, ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN, d'être avec nous. Merci à Sophia Amara et merci à Renaud Girard. Pourquoi les États-Unis semblent-ils prendre leur temps? Ils font pression, il y a un chantage, il y a des négociations vendredi, mais il y a aussi des préparatifs intenses, c'est le Wall Street Journal qui l'indique. Avant toute frappe, les États-Unis veulent renforcer leur défense aérienne. Le Pentagone prend des mesures pour mieux protéger Israël, ses alliés arabes et les forces américaines en cas de représailles iraniennes. On a l'impression d'une opération d'autoprotection qui prend particulièrement du temps. Expliquez-nous ça, Michel. Je pense que, si vous voulez, les Américains, qui n'ont jamais été idiots en matière de guerre, en tout cas qui ont montré parfois qu'ils savaient être très intelligents, et je pense à la première guerre du Golfe qui avait été extrêmement bien montée, ils sont tout à fait capables de savoir jouer la pendule. Et là, effectivement, il y a un énorme dispositif qui est mis en place. Il y a des déclarations tonitruantes de Donald Trump. Et en même temps, après tout, après les opérations du 12 juin, qui quand même ont fait gagner des mois, si ce n'est pas plus, en matière de risque nucléaire de la part des Iraniens, en fait, ils ont du temps. Et ils ont besoin de renseignements. C'est très important. Vous avez parlé tout à l'heure de l'accumulation des moyens. Mais plus important encore que les moyens, il y a les renseignements. Or, pour mener des opérations en Iran, s'il devait y avoir des opérations en Iran, il faut vraiment du renseignement. Il faut vraiment savoir qui et où. Il faut savoir où sont les centres névralgiques. Il faut savoir où sont les emplacements où se trouvent les missiles à roulettes, parce que n'oubliez pas que presque tous les missiles balistiques iraniens se déplacent sur des camions avec des remorques, comme disait Mitterrand à l'époque, les missiles à roulettes, quand on avait envisagé de faire ça pour la France. Il faut voir où se trouvent les dignitaires, il faut voir où se trouvent les unités de la garde, enfin pas la garde républicaine, je pensais à l'Irak, mais des gardiens de la Révolution, qui sont quand même énormément répartis sur le territoire, vu qu'il y a eu énormément de répression dans beaucoup de villes. Donc tout ça, ce sont des choses extrêmement importantes. Il faut voir si les Israéliens ont réussi à implanter des gens de renseignement là où il faut, et la CIA aussi. Donc si vous voulez, les Américains, ils peuvent tenir le temps. Quel est l'usage exactement de ces missiles? Si on les prend, les THAAD, les Patriot et les Tomahawk, on va les détailler. C'est pas la même chose. Vraiment, bien sûr. Général Richoux, d'abord les THAAD, puisqu'ils sont en train d'en amener en très grand nombre, visiblement pour se prémunir. Se prémunir de quoi et où? Pour prémunir, c'est des missiles anti-aériens également. Anti-missiles. Donc, c'est comme voilà, c'est de l'anti-missile. Donc vous avez toute la gamme. Le Patriot, c'est celui qui va à 275 km quasiment. Alors le premier, je ne sais pas quelle est sa portée exacte, mais c'est toute la panoplie pour faire un bouclier anti-aérien. Et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure, effectivement, qu'ils doivent prendre le temps de protéger leurs propres emprises et éventuellement le donner à Israël également le temps de remplir tout le stock de munitions si jamais
les villes israéliennes étaient visées. Donc tout ça, ça prend du temps. Il y a une peur du contre-feu. Prenons la carte de la région pour bien comprendre ça. C'est-à-dire qu'ils ne veulent ils veulent zéro risque parce que il y a des bons amis à eux qui sont là, qui risquent d'être visés. Alors il y a Israël, mais il n'y a pas seulement Israël. Expliquez bien ça, Sophia Amara, c'est qu'il y a beaucoup d'autres pays qui ne veulent pas avoir l'effet boomerang sur eux. À tel point que de nombreux pays du Golfe, toute la péninsule arabique, qui ne sont pas très amis avec le régime des mollahs, eh bien justement craignent ce contre-feu et ont tenté de raisonner entre guillemets le président Trump depuis début janvier, parce qu'ils craignent le contre-feu iranien et parce qu'ils savent l'Iran extrêmement affaibli. Donc ils ne craignent plus tellement la République islamique et en même temps ils savent que parce qu'elle est affaiblie, eh bien elle ira jusqu'au bout. Et ça veut dire quoi, aller jusqu'au bout? Ça veut dire que même si ce n'est que les États-Unis qui frappent l'Iran va frapper tous ses alliés dans la région. Quels pays là sont menacés? C'est-à-dire si l'Iran veut se venger, parce qu'elle voudra se venger d'abord sur les Américains, ensuite c'est les Israéliens et puis sinon sur les autres. Les Israéliens en premier, c'est toujours comme ça. C'est son punching ball. Mais il peut y avoir des surprises. Mais évidemment son punching ball, parce que symboliquement, parce qu'elle a besoin de se rallier symboliquement toutes les masses arabes qui n'aiment pas Israël, pas pour les mêmes raisons que l'Iran, mais ça c'est le punching ball. Saddam Hussein l'avait fait, vous parliez tout à l'heure de la guerre du Golfe, en 91, eh bien son dernier baroud d'honneur c'était de lancer 39 scouts sur Israël qui n'avaient rien demandé, et là encore, même si Israël ne frappe pas l'Iran, il y a fort à parier qu'en cas de frappe américaine, Israël sera frappé en premier. Sinon, vous avez évidemment le Qatar, où se trouve la plus importante base américaine et qui évidemment risque d'être frappée, mais également tous les pays de la région, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, Oman, même en Jordanie, et les bases américaines qui se trouvent en Irak, sans compter le détroit d'Ormuz, qui est considéré comme le détroit de la peur, parce qu'il est quand même étroit, 33 km de part et d'autre, enfin d'une côte à l'autre, et qu'ici il est fermé, eh bien ce sera une catastrophe économique. Et si on déverse, si les Iraniens déversent dedans, eh bien du pétrole, vous avez une marée noire et un gros problème à l'échelle planétaire. Répondez s'il vous plaît à Christian d'Ozoir-la-Ferrière, Seine-et-Marne. L'Iran peut-il lancer un missile sur l'armada américaine? Théoriquement, oui. Mais quelle est la précision des missiles, des missiles iraniens, alors même que cette flotte, et notamment le porte-avions, sera vraisemblablement plusieurs centaines de kilomètres au large. Et très protégé. Il est quand même très très protégé. Bon, on l'a vu avec le destroyer dont on a parlé. Le destroyer, c'est une arme anti-aérienne qui flotte. En fait, celui-là, c'est véritablement. Et toute la flotte américaine, le groupe aéronaval, est d'abord et avant tout une bulle anti-aérienne pour protéger des attaques, avec une flotte en plus qui est en marche. Je rappelle qu'un porte-avions, ça peut faire entre 30 et 40 nœuds, c'est absolument considérable, et là, la cible, elle est quand même beaucoup moins facile à atteindre. Voyez cette archive, 2023, un drone iranien survole le porte-avions Eisenhower, et ça, c'est évidemment le scénario catastrophe. Alors, le degré d'alerte n'était pas le même, enfin, quand même, s'approcher si près d'un porte-avions, c'est quelque chose. Non, mais c'est absolument par rapport à ça que les Américains, je pense, se prémunissent aussi. C'est qu'aujourd'hui, ils ont mis en place un mécanisme qui fait que les Houthis d'une part, les drones iraniens qu'on a vus en Ukraine dans des proportions considérables auront probablement beaucoup de mal à passer. Et toute la bulle de protection que les Américains ont mis en place dans le détroit d'Ormuz, c'est à la fois pour garantir la circulation des pétroliers et du gaz dans le détroit d'Ormuz. Il y a un quart du gaz mondial qui passe par le détroit d'Ormuz, 20% du pétrole mondial. Ça, c'est la première préoccupation. Deuxièmement, jusqu'à présent, le déploiement de la force navale fait que les Houthis n'ont pas tenté d'opérations avec les drones comme ils l'avaient fait il n'y a pas si longtemps, et donc effectivement ils sont en train aussi de rassurer, comme vous le disiez, toute la région sur le thème nous contrôlons la situation. Oui, et vous parliez des Houthis qui ont étonné quand même de par leur capacité. Au mois de mars l'année dernière, ils ont bloqué tout le détroit d'Ormuz. Ils ont pris une grosse fessée quand même. Oui, bien sûr, le Hezbollah aussi. Et c'est ce qui m'a amené à vous parler du Hezbollah et des drones suicides. Tout porte à croire, les sources au Liban et la dernière étude qui date d'il y a quelques semaines du centre de recherche israélien Alma, eh bien aujourd'hui le Hezbollah détient 1000
drone suicide. C'est-à-dire qu'en cas de crise majeure, et d'ailleurs il a annoncé aujourd'hui, il a dit nous considérons désormais que la moindre frappe contre l'Iran sera une frappe contre le Hezbollah. On vous attend. Donc, et même chose pour les milices chiites en Irak. Et le Hezbollah, qui est hautement plus militairement plus opérationnel, eh bien, il a promis 1000 drones kamikazes, évidemment sur Israël, puisque c'est le pays le plus proche de sa frontière. Rendons-nous dans la région, parmi nos envoyés spéciaux, Xavier Giacomoni, qui se trouve à Oman, donc tout près du détroit d'Ormuz. Écoutez-le. Alors, les mouvements militaires sont quasiment imperceptibles, en fait. Tout se passe dans une grande discrétion. D'abord, nous sommes du côté omanais, et là, pour le moment, tout est calme. Il y a les boutres qui font de la contrebande, qui continuent leur trafic, un peu comme si de rien n'était, et même qui profitent presque de la période de tension, parce que ça leur permet d'être plus discrets, de se faufiler tranquillement jusqu'aux rives iraniennes. En revanche, de l'autre côté du détroit, côté iranien, on sait qu'il y a de larges préparations. La marine des gardiens de la Révolution est sur le pied de guerre, le mot n'est pas trop fort, pour armer ces vedettes rapides. Elles sont armées notamment avec des missiles qui peuvent faire d'énormes dégâts sur des pétroliers et notamment les couler. Il y a aussi des vedettes qui sont spécialement équipées pour pouvoir miner de manière extrêmement rapide le détroit. 3 km de large pour la voie montante, la même chose pour la voie descendante, celle qui sort du golfe Persique, celle qui nous intéresse de prime abord. Ça pourrait être fait très rapidement et c'est évidemment un immense danger sur la navigation internationale dans ces eaux. Côté émirati, côte d'Oman vers Mascate, il y a deux choses. D'abord, 70 pétroliers à peu près qui sont au mouillage, qui attendent d'aller charger dans les ports des pays du golfe Persique. Et puis, un peu plus loin, en mer d'Arabie, il y a l'Abraham Lincoln qui, lui, attend l'ordre de Donald Trump, si jamais il vient un jour, d'aller frapper l'Iran. Mais en tout état de cause, les gardiens de la Révolution, avec aussi leurs drones, l'affirment, ils sont prêts à tout pour défendre leur pays dans le détroit d'Ormuz. Merci à Xavier Giacomoni. Est-ce la dernière chance pour frapper le nucléaire iranien? Question de Nolan de Royan, Charente-Maritime. Si la stratégie de pression sur l'Iran échoue, l'Occident pourra-t-il encore empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire? Est-ce qu'on est vraiment à minuit moins 5, comme on disait, c'est-à-dire avant que l'Iran n'ait l'arme? Je pense que pour Trump, c'est absolument évident, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'effectivement, Trump a décidé qu'il fallait empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire pour des tas de raisons, la sécurité dans la région, la sécurité d'Israël, etc. Et le risque que la prolifération fait courir pour tout le monde dans le monde entier. Est-ce qu'il a raison? Quand on voit ce qui se passe en Corée du Nord, moi j'ai entendu sur ce plateau, quand on parlait du danger de la Corée du Nord, de la Chine et de la Russie, aidant la Russie contre l'Ukraine, j'ai entendu tous les experts dire c'est dramatique qu'on ait laissé la Corée du Nord et la bombe. Est-ce qu'effectivement il est de bonne guerre que l'Occident empêche maintenant l'Iran de l'avoir? Oui, tout à fait. L'Occident a raison d'être uni d'ailleurs, hein, les Européens et les Américains, et même dans les négociations les Chinois et les Russes aussi, pour ne pas vouloir de prolifération nucléaire. Pourquoi? Parce que déjà un jeu nucléaire à deux puissances, c'est très dangereux. On a vu ça lors de la crise de Cuba. Et pardon, mais si vous avez 6 puissances nucléaires au Moyen-Orient, ça devient ingérable. Qu'on comprenne bien la situation où nous sommes. Voyez, le président Trump est là dans son bureau ovale. Ça devient vraiment une sorte de scène mondiale. Tout se passe dans le bureau ovale en direct. Hein. Et évidemment, nous prendrons, dès qu'il parle de la situation en Iran, vous voyez, il y a Lutnick, le secrétaire au commerce, il y a Scott Bessent, le secrétaire au trésor, mais on parlera aussi très certainement de l'action militaire possible contre l'Iran et immédiatement nous prendrons pour l'entendre en direct. Mais pardon de vous avoir interrompu, oui, la nécessité d'empêcher l'Iran d'avoir la bombe. Ça, l'Iran a signé le traité de non-prolifération. Voilà. L'Iran s'est engagé à ne jamais avoir l'arme nucléaire. Et effectivement, c'est pour ce qu'il reste de la communauté internationale. Aujourd'hui, on voit bien, ce sont les Américains qui assurent le rôle du shérif. Je pense qu'ils vont en parler avec les Russes ce week-end, à Abu Dhabi. Ça sera un de leurs sujets au moins aussi important que l'Ukraine. Et donc, effectivement, il y a un enjeu planétaire
planétaire pour que cette question du nucléaire iranien, sur laquelle toutes les puissances, les Européens, les Américains, les Russes aussi, les Chinois ont fait pression sur les Iraniens. Tout le monde s'est engagé sur ce sujet. Et effectivement, il faut démontrer que c'est un no way que de vouloir accéder à l'arme nucléaire quand on a pris les engagements internationaux. Nous, les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire avec les Anglais, donc les Américains, les Russes et les Chinois, etc., nous avons aussi un devoir de faire appliquer ce fameux traité de non-prolifération nucléaire de 1968. Pardon, je vous cherche un peu. Laissez-moi vous chercher un peu. Cherchez-moi, allez. Vous cherchez un peu, Renaud. Vous faites le malin, mais très bien. Mais si les Américains n'avaient pas frappé l'an dernier le nucléaire iranien, qui l'aurait fait ? Personne. Alors, est-ce que personne. Ça retire pas. Personne, mais il y a eu aussi des opérations secrètes faites par les... Attendez, vous venez de nous dire c'est très important d'empêcher, etc. Non, et si les Américains ne le font pas, personne ne le fait ? Mais non. Il n'y a qu'eux qui savent le Il n'y a faire. qu'eux qui peuvent le faire militairement. Il n'y a qu'eux qui savent le faire. On avait négocié depuis 2003. C'était Absolument. les Français, les Anglais et les Allemands pour aboutir à l'accord de 2015. Et ce qui est intéressant quand on parle de la Russie, c'est que la Russie avait contribué en proposant de fournir le nucléaire civil pour la centrale de Boucher et de récupérer l'uranium. Absolument. Et donc en fait par la diplomatie, c'est vrai, Sylvie a tout à fait raison, par la diplomatie on avait réussi c'était un très grand succès diplomatique, c'est-à-dire que l'Iran avait renoncé à l'enrichissement de l'uranium et ça a été constaté par 4 inspections inopinées de suite de l'AIEA. Donc en fait il jouait le jeu, mais de manière, je dirais, un peu triste et un peu légère. Trump, de manière unilatérale, est revenu sur ce grand accord qu'avait négocié Obama. Faut-il croire en la parole des il faut croire en la parole des En tout cas, les inspections... La négociation échoue. Est-ce qu'on pourra empêcher l'Iran d'obtenir le nucléaire ? Moi, je dis non. Voilà. C'est-à-dire que si ça échoue, je pense qu'un des buts, en tous les cas, des Iraniens, aujourd'hui, sur le modèle de la Corée du Nord, en dépit de leur traité, d'ailleurs, la signature vaut plus rien. Tout le monde les signatures. Ils l'ont dénoncé, de toute façon. Ils feront tout leur possible pour obtenir l'arme nucléaire, parce qu'à partir de ce moment-là, on les traitera plus de la même manière. Quels sont les moyens militaires ? Parce qu'on comprend bien qu'ils le veulent à tout prix, leur arme nucléaire. Mais bien sûr, moi j'en suis absolument persuadé. Ça ne veut pas dire qu'ils l'auront, mais je pense qu'un des buts principaux, c'est d'obtenir cette arme de manière à ce qu'on les traite après comme Kim Jong-un en Corée du Nord. Et là, on commencera à leur parler avec une voix flûtante et chantante au lieu de dépêcher des flottes complètes. Et la fille de Kadhafi a d'ailleurs prévenu les mollahs, attention, ne faites pas comme mon père qui avait donné tous ses secrets nucléaires aux Anglais et aux Américains parce qu'ils voulaient effectivement conquérir leur faveur. Eh bien, ça n'a pas empêché ces anglo-saxons ensuite de le démettre. Est-ce que les Iraniens se tortillent encore pour essayer de sauver par des voies diplomatiques leur nucléaire ? L'Orient le Jour dit les efforts diplomatiques menés par plusieurs capitales, notamment Moscou, Ankara, Doha, sont parvenus à esquisser les contours d'un accord global de négociation pour éviter le déclenchement d'une guerre régionale. La Turquie a réussi à convaincre Washington et Téhéran prétendument de négocier sur ce dossier-là. Quand on voit la carte aussi des sites nucléaires, et on a les photos avant et après les bombardements, il y a visiblement chez les Iraniens une volonté à tout prix d'essayer de sauver. Mais je pense que, sur ce sujet, il faut, me semble-t-il, faire la distinction entre le régime des mollahs, qui veut la bombe, et l'opinion iranienne. Je ne suis pas du tout sûr que l'opinion iranienne veuille la bombe. Et depuis des années, l'opinion iranienne ressent que les sanctions qui lui coûtent cher, les conditions de vie qui sont les siennes aujourd'hui, qui justifient les révoltes, sont le prix qu'elle paye pour le programme nucléaire iranien. Et ça, je pense que c'est une fracture au sein de la société iranienne qui est très forte. Si un jour il y a une alternance ou un autre régime, je suis absolument convaincu qu'ils ne se réengageront pas dans l'arme nucléaire comme les mollahs l'ont fait. Question encore, Franck qui nous écrit, et je rappelle, c'est le petit QR code qui est là au bas de l'écran, vraiment toutes les questions sont bienvenues. Non, j'avais Nolan, l'autre question c'est Franck, qui écrit du Cameroun. Pensez-vous que les États-Unis peuvent vraiment arrêter le nucléaire iranien définitivement ? Non. Je dis non. Non.
Je dis non, c'est trop dispersé. La matière, c'est 400 kilos. Ça se transforme avec un petit camion. C'est un pays qui fait, je crois, 1 200 000 km². Ça peut être n'importe où. Je pense qu'aujourd'hui, pas plus qu'ils n'ont réussi pendant la guerre des 12 jours, peuvent le retarder. Oui, peut-être. Et on peut le retarder. On peut le retarder d'une génération. Mais arrêter très longtemps, ça peut vouloir dire jusqu'après les mollas. Mais bien sûr. Donc, si vous voulez, faut jouer avec la pendule. Tout le monde joue avec la pendule. Et les mollas jouent avec la pendule, mais les Américains aussi savent très bien que ce qui s'est passé en juin, ça a été une étape. Que la période actuelle, c'est une période où évidemment les Iraniens sont extrêmement surveillés. Ils peuvent pas faire grand-chose. Ils ont mis des grandes tentes, ils essayent de récupérer des choses. Ils peuvent pas faire grand-chose. Mais c'est vrai que de toute façon, il y a une volonté très ferme de ce régime. Comme le disait Jean-François, il y a une volonté très ferme de ce régime d'obtenir la bombe pour avoir le statut qu'ont des pays comme le Pakistan ou comme l'Inde. Parce que faut pas l'oublier, c'est des pays qui ont été proliférants. Ce ne sont pas des pays qui faisaient partie des pays qui étaient, je dirais, autorisés à avoir une dissuasion nucléaire. En clair, Michel, sauf que ce sont des pays sages. Est-ce que le problème, c'est qu'il y aura une forme de regardez les B2. C'est l'avion que Trump peut-être à coup sûr utilisera dans toute cette opération parce que c'est son avion fétiche. Il y a le B1 aussi, il faut pas l'oublier. Est-ce que ça soulagera beaucoup de gens sur cette planète s'il arrive à frapper, même si c'est gagné quelques années, de plus pour empêcher les mollahs quelques années, ne serait-ce que quelques mois, d'avoir l'arme nucléaire? Ça c'est bien. Oui, ça soulagera dans la région. Les gens dans le Moyen-Orient, oui. Enfin, faut-il qu'il y arrive. Pour illustrer les propos du général à l'instant, il y a dans un quotidien arabe une caricature qui montre l'ayatollah Khamenei et caché dans son turban les 400 kilos et fuyant d'un endroit à l'autre. Donc c'est exactement ça. Bien sûr que ça soulagerait le monde entier d'une menace déjà régionale de ce pays qui a des envies d'empire mais qui en même temps est un pays dictatorial, qui est agressif, qui est une véritable pieuvre avec des visées hégémoniques sur des pays arabes où il n'est pas le bienvenu et donc il utilise la violence, le meurtre, le crime et l'instabilité, ça bien sûr. Et puis de toute façon, il n'y a pas intérêt à ce que l'arme nucléaire prolifère dans le monde, bien sûr. Mais le problème, on vous sent sceptique quand même. Oui, comment y arriver Oui, voilà. C'est le problème, comment y arriver Trump lui-même, avec toute son armada, a dit il y a quelques mois... Quand vous entendez Michel Pollack dire on pourrait quand même gagner du temps... Pas Pollack, c'était pas le même. Pardon, Michel Pollack. Il y a un mot de Talleyrand, c'est l'anniversaire de Talleyrand aujourd'hui, qui dit gagner du temps, dans bien des choses, c'est tout gagner. Oui. Bon, est-ce que là, même si on gagne quelques mois, quelques années, est-ce que c'est pas bien joué? Non, on a perdu beaucoup de temps. Je vous rappelle qu'en 2015, tout de même, Obama... Eh bien, il a obtenu cet accord qui finalement a été piétiné par le même Trump en 2018. Nous sommes en 2026, ça fait quand même 8 ans. En 8 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Obama, lui, a fait cet accord en laissant passer beaucoup de crimes dans la région du Proche-Orient. Il a laissé passer le Hezbollah qui était en train d'être épinglé par un rapport de la DIA sur la drogue, sur des milliards de dollars. Donc, non, je pense que non, il y a un problème de temps, il y a un problème de timing. Et là, Trump est en train d'essayer de rattraper un accord qu'il a lui-même détruit en mettant la stabilité du monde en danger et surtout en faisant perdre au monde libre, dont il se dit le représentant, sa crédibilité. Parce qu'avec une telle armada et pas encore d'objectifs annoncés, ça commence à faire... Ce qui est certain, c'est que tous les pays du Moyen-Orient attendent ça. Et toutes les grandes puissances également ne souhaitent pas une course à l'armement nucléaire dans cette région. Ça, c'est quelque chose de certain. Et donc, effectivement, si les Américains arrivaient à vraiment, par la négociation, par le renoncement des Iraniens à l'arme nucléaire, le fait qu'ils envoient leur stock d'uranium enrichi à l'étranger, ou par la guerre, à détruire la menace nucléaire iranienne, évidemment que les Américains rendraient un service à toute la région. Côté pompier pyromane, parce que l'accord c'est quand même Donald Trump qui, comme l'a dit très bien Sophia, qui a pété en 2018. Alors qu'on avait quand même... on avait une remarquable réussite diplomatique de Barack Obama. Il arrive en justifié avec un accord qu'il a lui-même foutu par terre. Tout à fait. Et si ils obtiennent l'arme nucléaire, Donald Trump en sera en partie responsable. Oui, parce que, comme vous le dites très bien, mon général, les accords de 2015 fonctionnaient, étaient respectés de part et d'autre. Qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant, à l'heure où nous parlons? Je rappelle, il y a, je crois, il est plus 2 heures à Téhéran, en Iran. 2h30. 2h30, ouais. Donc on est au cœur de la nuit. Quelle est l'action des espions
israéliens et des espions américains, en particulier le Mossad. Khamenei change constamment de position. Le Mossad et la CIA ont les mollahs dans le viseur. Les apparitions publiques des plus hauts gradés du régime, notamment le premier d'entre eux, Ali Khamenei, sont devenus rares. Khamenei et d'autres changent constamment de position. La presse anglo-saxonne rapporte ça. Regardez les images qui précédaient en juin, quand on voyait les unités du Mossad qui pénétraient, c'est évidemment très risqué pour elles, qui pénétraient en territoire de la République islamique d'Iran. Est-ce qu'on peut présumer qu'actuellement, il y a beaucoup d'agents, essentiellement israéliens et américains ? Bien beaucoup, et pas seulement. À mon avis, oui. Vous devez avoir à peu près tous les services du monde qui sont présents, peut-être d'une manière plus modeste, etc. Mais forcément, oui. Et le Mossad, bien entendu, c'est lui l'expert. Donc je pense que le Mossad doit être un peu le leader dans cette affaire-là. Et quand on parlait du renseignement tout à l'heure, oui, effectivement, le renseignement c'est très important, mais à mon avis, le renseignement, là, il est acquis. C'est-à-dire que quand on déploie les moyens, c'est que le renseignement, on l'a, et qu'après, on attend le top. Donc, mais ça, c'est le renseignement acquis pour une opération de cette ampleur, c'est un travail de plusieurs années. C'est un travail de fond, c'est un travail de travail en profondeur et y compris à l'intérieur du régime avec vraisemblablement des compromissions. Il y a surtout des Israéliens parce qu'il y a beaucoup d'Iraniens qui ont fait leur alia en Israël. Je me souviens qu'un ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, donc le plus haut job de l'armée israélienne, était d'origine iranienne. Oui. Donc il s'appelait, je crois, Shaul Mofaz. Et donc Shaul Mofaz. Oui, c'est ça. Oui. Et donc le Mossad a à disposition des gens qui parlent parfaitement le persan. Expliquez-nous comment ça marche. Soyez un peu concret, s'il vous plaît. Même s'il n'y a pas d'officiers, apparemment, des services divers sur ce plateau. Non, mais je peux vous raconter. Je rappelle, pardon, que le général Richoux, ici présent, était attaché de défense français. Attaché de défense, sans appartenir à la DGSE. Absolument. Ce qui est un cas rarissime. Mais vous êtes à la direction du renseignement militaire, peut-être. On appelait attaché militaire adjoint. Voilà. Les gens de la DGSE dans les postes en ambassade. Oui, il y a l'attaché militaire qui représente les armées françaises, et puis vous avez toujours quelqu'un qui s'appelle l'attaché militaire adjoint. En fait, il représente les services. Oui. Voilà. Comment travaillent actuellement et comment, par exemple, les gens du Mossad, de la CIA, comment est-ce qu'ils entrent en Iran? Qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Les gens du Mossad sont là-bas depuis longtemps. Et ils ne sont pas là-bas depuis l'été dernier. Ils sont là-bas depuis des années. Et je vous parle de 2010-2015. Il y a, après la guerre de 2006, entre Israël et le Hezbollah au Liban, ça a été un coup dur pour les Israéliens. Et donc ils ont repensé leurs renseignements, ils ont préparé l'affaire des beepers et des talkie-walkie depuis ce moment-là, et idem avec l'Iran. Ce que je peux vous dire, moi, parce que je suis rentrée avec une unité du ministère de la Défense libanaise et des renseignements libanais, et j'ai pu rencontrer des espions à la solde d'Israël, au Liban, qui étaient libanais, tout comme en Iran. C'est très risqué pour eux. C'est très risqué, ils étaient attrapés, ils étaient derrière les barreaux. C'était comme ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient derrière les barreaux. Ils avaient été arrêtés par un ministre qui s'appelle Ashraf Rifi, et ce ministre m'a laissé les rencontrer et voir les instruments qu'ils utilisaient pour espionner le Hezbollah à la solde d'Israël. Regardez ce rappel. Ils ont réussi à tuer, notamment sur le terrain de l'Iran, pas seulement, mais Ismaël Haniyeh, à la barbe des Iraniens, à Téhéran. C'est quand même une opération extrêmement audacieuse. Beaucoup de cadres du Hezbollah au Liban, Hassan Nasrallah au Liban, Sinwar dans la bande de Gaza. C'est bien dans la bande de Gaza. C'était un missile. C'était aussi, oui. Yahya Sinwar, c'était un drone. Voilà. Yahya Sinwar, c'était un drone. Nasrallah, c'était un bombardement intensif. Avec toujours du renseignement au sol. Mais iraniens, ils avaient des gens qui étaient proches des gardiens de la révolution. C'est les seuls en lesquels Hassan Nasrallah a confiance, et c'est pourtant des gardiens de la révolution, des gens proches des gardiens qui ont vendu Nasrallah, donné le renseignement, permis le bombardement. Mais ils ont fait mieux, même les Israéliens en Iran. Ils ont décapité complètement, c'était incroyable, toute la recherche nucléaire iranienne. C'est-à-dire que ils allaient chercher en pleine circulation les chefs de la recherche nucléaire pour les assassiner. Et d'ailleurs, si vous allez à Téhéran, ce que j'ai fait assez souvent, il y a un musée de la guerre Iran-Irak, mais il y a les derniers ajouts. Les derniers ajouts, c'est par exemple les voitures calcinées des grands chefs de la recherche nucléaire iranienne qui ont été exécutés par les Israéliens.
Regardez là, le clip de la CIA. La CIA fait des opérations de recrutement secrètes, mais il y a aussi des opérations publiques, des appels comme ça, un peu comme les petites annonces, et en persan. C'est un clip qui montre, voilà, la CIA fournit des instructions en plusieurs langues, et le message en persan est: notre mission mondiale exige que les gens puissent accéder à la CIA en toute sécurité depuis n'importe où. Voilà, c'est tout à fait public. Est-ce que ce type de méthode marche, ne serait-ce qu'un peu? Oui, mais ils l'ont fait au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Hein, il y avait des messages en russe en disant contactez la CIA. Mais le Mossad a ça aussi. Le Mossad d'abord a un site sur X dans toutes les langues. Il a des porte-paroles qui s'adressent en arabe aux populations arabes, et ce genre de message est courant. Ce que je peux dire, c'est que pour ces espions, moi par exemple au Liban, vous étiez au Liban au volant d'une voiture, vous receviez un appel d'un numéro masqué, mettez-vous de côté, on va bombarder la voiture en face. Et donc on se mettait de côté, et il y avait un bombardement qui bombardait, et en plus dans des zones, par exemple, qui étaient des zones chrétiennes, donc il ne devait pas y avoir de Hezbollah. Or il se trouvait qu'effectivement devant il y avait un patron du Hezbollah avec sa femme tchadorisée. Eh bien, ils étaient morts, et nous, la voiture derrière, nous, on était intacts. Oui, c'est ça. Écoutez, Jérusalemi, c'est l'ancien des services israéliens qui s'exprime sur la capacité du Mossad de savoir même où se trouve le guide suprême Khamenei ce soir. C'est exactement où il se trouve, la décision est politique. Il peut être éliminé à tout moment. On connaît toutes ses habitudes, tous les protocoles de toutes les alertes possibles et imaginables. On sait qu'il ne sera pas éliminable par un bombardement, vu la profondeur et le renforcement du bunker. Ça ne pourra être que par une opération des forces spéciales. On a les plans du bunker, on sait exactement où est l'électricité, où est l'aération. Est-ce que s'ils le veulent, ils tuent Khamenei? Moi, je voulais poser une question, parce qu'avant-hier, le guide suprême était apparemment devant la tombe de Khomeini. Donc, est-ce que les Israéliens le savaient, et s'il était possible de frapper, est-ce que c'était en direct? Voilà, était-ce en direct? Peut-être pas en direct. Oui, non plus. oui. Ah, il n'est plus en direct, Raphaël Jérémy, là, mais Michel Polaco, est-ce que vous croyez que les Israéliens ont le moyen de le tuer maintenant s'ils le veulent, en réalité, qu'ils attendent un moment favorable? Moi, je ne crois pas qu'ils aient les moyens de tuer, je dirais, les personnages essentiels et simultanément, parce que c'est ça qui est important. Tuer un seul guide, ou le guide, c'est pas suffisant. Le système continuera à fonctionner, se méfiera encore plus, et il y aura évidemment peut-être des victimes collatérales, etc. Donc ce sera très compliqué. Moi, je ne suis pas convaincu. Je pense que pour l'instant, les Américains, avec évidemment l'aide d'autres pays qui ont des agents de renseignement en Iran, sont en train de recueillir du renseignement de toutes sortes, par voie aérienne, par voie électronique, par l'écoute des téléphones, par les positionnements, etc. Je pense qu'on utilise tous ces moyens-là, y compris évidemment le renseignement d'origine humaine, et qu'avec tout ça, à un moment donné, peut-être ils vont trouver le passage pour pouvoir monter une opération, je dirais, spectaculaire, efficace, qui leur permettrait éventuellement même de monter ensuite une opération terrestre ou aéroterrestre. Une opération mais avant, non. Est très risquée politiquement et très risquée sur le plan militaire également. Ça me semble hasardeux. Je dis pas que c'est infaisable. Je dis que c'est hasardeux parce que il y a toujours le problème de l'exfiltration après. Et donc si la moitié du commando se fait zigouiller en s'exfiltrant, ça restera une catastrophe pour Donald Trump à 6 mois d'élection. Et là, s'ils y vont sur des cibles de ce genre-là, ensuite il faut avancer, ensuite il faut continuer. Ils peuvent pas se permettre de s'arrêter là. Mais en réalité, s'ils essayent de liquider et que la décision politique est prise avec tous les risques évidemment que cela va comporter et les représailles auxquelles il faudra faire face, ça ne sera ni un bombardement parce qu'il est inatteignable, ça ne sera pas une opération commando parce qu'elle sera trop dangereuse, ce sera des gens, des taupes à l'intérieur de sa garde qui le liquideront et qui seront assez déterminés pour se dire, eh bien ce sera comme une opération suicide, comme on a tenté d'assassiner Hitler. Oui, c'est ça. Ça sera des gens de l'intérieur. Sans succès, hélas. Et ça reste très compliqué, à mon avis, c'est pas Maduro. Ne serait-ce que par la position géographique de Téhéran, qui est plusieurs centaines de kilomètres à l'intérieur des terres. Donc, pour sortir ensuite du pays, ça me paraît très, très compliqué. Et puis, il n'y a plus d'effet de surprise. Et puis, quand même, les leçons de l'Irak ont peut-être servi. Et détruire
le top niveau du régime iranien, c'est une chose. Le jour d'après, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait après, avec le chaos et une population qui est remontée contre le régime et qui attend un changement, qui apportera le changement dans cette situation? Quels sont les moyens de frappe des Iraniens? Écoutez la télévision iranienne qui estime que si Trump frappe, elle pourra répliquer immédiatement. Le Khaybar Shekan a été conçu par nos collègues de l'organisation du djihad des missiles. Il est en fait surnommé le frappeur d'Israël. Nous ne plaisantons pas lorsqu'il s'agit de notre territoire, que nous soyons confrontés à Israël, le chien enragé de la région, ou à son maître, les États-Unis. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis n'ont été frappés que 2 fois pour leurs intimidations. Qui a fait cela la première fois? Qui l'a fait la deuxième fois? Avec qui ne devrait-il pas jouer? Bravo. Voilà, quand on voit l'armada, cette fois du côté des Iraniens, notamment le missile Fatah et leurs moyens, est-ce qu'ils ont là davantage de forces de réserve qu'on ne pensait? C'est pas une armada, vous utilisez le mot armada. L'armada, elle est du côté des États-Unis. Ils ont des forces, ils ont des forces qui ne leur ont pas permis de garder la Syrie pour eux, qui ne leur ont pas permis de gagner, d'emporter une victoire contre Israël dans la lutte de Hezbollah contre Israël, mais ils ont certainement des armes, mais qui sont technologiquement et en puissance infiniment inférieures à celles de l'armada américaine et celles des armes de l'Amérique déployées déjà dans la région. Oui, mais ça, je pense que ça n'est pas le problème, parce que la cible principale des Iraniens ne sera en aucun cas les forces américaines. La cible principale sera Israël. Et ils ont 2000 missiles, combien même ils sont pas précis, etc. C'est des trucs qui vont à 2000 km. Et la première chose qu'ils vont faire, avec les drones, parce qu'il y aura aussi les drones Shahed, parce que les drones, il faut après faire décoller l'aviation pour pouvoir les détruire un par un. C'est pas si facile que ça. Et je pense que les mesures de rétorsion principales, ce sera, et d'ailleurs c'est dit d'ailleurs dans le truc, il est le frappeur d'Israël. Il dit pas le frappeur des Américains, il dit le frappeur d'Israël. La principale menace, c'est celle-là, car avec la saturation de l'espace aérien, on a vu pendant la guerre des 12 jours que Israël pouvait être frappé. La stratégie du régime iranien, c'est d'emmener tous les pays du Moyen-Orient islamiques contre l'Amérique. Le président Trump prend la parole. J'aimerais vraiment vous avoir plus précisément sur ce qui est en train de se passer. Je rappelle, le président Trump dit les plus grands navires se dirigent vers l'Iran. Il dit je veux une attaque rapide et décisive. Est-ce que selon vous, il est en train de faire pression? Bien sûr qu'il fait pression. Ou est-ce qu'en réalité, il est en train d'aller à la guerre, quoi qu'il en soit? Non, moi je ne crois pas. Je pense que s'il obtient un deal, il ne frappera pas. Vous savez, ça c'est connu depuis l'époque romaine. Vespasien, en 68, juste avant l'assaut de Jérusalem qui a lieu 2 ans plus tard, il a retenu ses généraux qui voulaient frapper immédiatement. Il a dit, écoutez, on va essayer d'étrangler Jérusalem parce que conquérir une ville sans combat, eh bien c'est la plus grande des gloires. Et tu ne sais, il dit pas autre chose. Il dit soumettre un ennemi sans combat est le summum de l'habileté. Cela étant, il y a beaucoup de signaux qui nous arrivent en même temps. Trump qui parle, là, les propos rapportés par le Wall Street Journal sur cette formule, je veux une attaque rapide et décisive. Les images qu'on voyait tout à l'heure du destroyer qui se rapproche, en tout cas, peut-être que c'est pas pour frapper, mais il se donne tous les moyens, s'il le veut, de pouvoir le faire. Entre les propos rapportés par un journal et des propos qu'il nous fait devant nous, il faut toujours préférer les propos que le président fait devant nous. Or, devant nous, il a dit, devant des journalistes en dimanche, quand il était en Floride, qu'il voulait négocier. Donc, on a plutôt intérêt à croire. Je crois que la gesticulation dans le domaine militaire, ça existe. Là, on a effectivement une énorme gesticulation, mais ça existe, et on rassure les alliés, mais pourquoi pas. Et comme a dit Trump, il a dit d'une manière assez amusante, de toute façon les bateaux ça flotte, voilà, et ça doit flotter, que ça flotte dans la région du Golfe Persique, de la mérité, pourquoi pas. Ça coûte pas plus cher. Ça coûte pas tellement plus cher, et ça entraîne les marins, et c'est très bon. Moi je pense que la diplomatie n'est pas morte. Écoutons ce que Trump dit ce soir, et là c'est pas dimanche, c'est là maintenant. Eh bien, il va se passer beaucoup de choses.
Vous avez l'Iran, la Russie, l'Ukraine, le Moyen-Orient. Il va se passer vraiment beaucoup de choses à propos de tous ces problèmes qui existaient bien avant que nous arrivions. Nous avons des bateaux qui se dirigent vers l'Iran, des gros bateaux, les meilleurs. Nous avons aussi des négociations prévues. Nous verrons comment tout ça tourne. La manière de menacer, c'est quand même très frappant. Vous êtes avec nous, Sonia Dridi, ce sont les déclarations. On continue à suivre ça, c'est ce qui se déroule en ce moment en direct. Là, il est en train de pousser la machine. Oui, Donald Trump, donc, qui s'exprime encore actuellement depuis le bureau ovale et qui a répondu à une question de l'Iran sur l'Iran en disant voilà, on a de grands navires qui se dirigent vers l'Iran, mais nous parlons aux Iraniens. Donc il n'a pas donné plus de précision et il a dit on va voir où ça va mener. Et on apprenait il y a quelques heures par des médias américains que a priori son envoyé spécial Steve Witkoff et son gendre Jared Kushner doivent rencontrer le ministre iranien des Affaires étrangères ce vendredi à Istanbul. De hauts responsables américains ont confié à un média américain que ce n'était pas du bluff, que Donald Trump était vraiment ouvert à la négociation. Donald Trump qui a aussi retweeté un message, reposté sur son réseau social Truth, un article de Fox News qui disait que Donald Trump était ouvert au dialogue avec l'Iran. On sent depuis plusieurs semaines des hésitations au sein de son administration, notamment son ministre des Affaires étrangères Marco Rubio qui a dit la semaine dernière devant le Congrès qu'il n'avait pas de réponse claire à savoir ce qu'il se passerait en Iran si l'ayatollah Khamenei était enlevé, retiré du pouvoir. On l'a senti hésitant. Et puis Donald Trump, ce qu'il veut surtout, c'est gagner, être sûr d'avoir une victoire claire. C'est ce qu'il a dit il y a quelques semaines également à propos de l'Iran en répondant à un journaliste. Et donc il est sûrement en effet ouvert à la négociation. Et s'il ne voit pas qu'il n'obtiendra pas de victoire diplomatique, alors là, il pourrait tenter d'obtenir une victoire militaire. Là, est-ce que c'est habile de la part de Trump de faire comme ça, de jouer sans arrêt l'olivier et le glaive? Bien sûr, encore une fois, c'est l'olivier et le glaive, c'est la carotte et le bâton. Non, bien sûr qu'il a raison de faire ça parce que de toute façon, le déploiement de son armada, c'est une pression sur les Iraniens. Le gros problème, c'est que en 2015, on était arrivé un peu au bout de ce qui était possible parce que les Iraniens avaient refusé toute mesure de limitation du programme balistique, avaient refusé toute mesure aussi concernant, alors maintenant ils sont affaiblis les tentacules de la pieuvre, et sur le nucléaire, la demande de Donald Trump est excessive sur le fait que l'Iran n'aurait même pas droit au nucléaire civil. Le regard des Iraniens, vous êtes avec nous aussi, Maya Monchipour, vous êtes champion du monde de boxe français d'origine iranienne. J'aimerais votre regard sur l'image qu'on a là en direct, c'est en train de se dérouler sous nos yeux. Est-ce que vous espérez... bonsoir, vous m'entendez, M. Monchipour? Oui. Merci d'être là. Est-ce que vous espérez en Trump, et quand vous entendez Trump, on continue à être en direct, et il peut, d'un moment à l'autre, là, pour l'instant, il est en train de faire pression, à dire, à un moment donné, je frapperai. Est-ce que vous espérez, vous, que Trump frappera le régime des Mollahs? Je le dis toujours pour ne pas heurter les gens, je ne parle qu'en mon nom et pas mal d'Iraniens, une majorité, on peut pas tous penser à la même chose. Les Iraniens, en grande majorité, ne veulent plus de la République islamique. Ces sanguinaires dictateurs ne partiront pas d'eux-mêmes, on le sait. Donc, à un moment donné, si les États-Unis et Israël veulent intervenir, ils sont les bienvenus. Je rappelle, je le fais souvent, mais les téléspectateurs ne le savent pas toujours. Cyrus le Grand, le fondateur de l'Empire Armanéchie, a sauvé l'élite du peuple juif réduit en esclavage à Babylone il y a 2550 ans. Aujourd'hui, nous désirons que Israël et les Américains, les États-Unis, nous sauvent de cet esclavagisme, de l'islam et de la République islamique. Ça veut dire quoi, Maya Monchipour? Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, les milliers de morts n'auront servi à rien. Maya Monchipour, si vous étiez là dans le bureau ovale, il est en direct, Donald Trump. Si vous pouviez lui dire quelque chose là maintenant, qu'est-ce que vous lui diriez? Ce qu'il vient de dire. Je ne lui dirais même pas sauver les Iraniens. Lui, et il a raison, il ne pense qu'aux intérêts des Américains, et il a raison, c'est le président des États-Unis. Je lui dirais, Monsieur le Président, si vous voulez rentrer dans l'histoire pour enlever une tumeur qui s'est révélée en 79, 50 ans après, faites quelque chose pour nous. Si vous voulez rester dans l'histoire, faites quelque chose pour les Iraniens.
Restez avec nous, Maya Manjipour. C'est très fort de vous entendre là, vous adresser théoriquement au président iranien, voilà, mais évidemment, c'est que pourquoi est-ce que vous branlez la tête, Sonia? Parce que j'aurais envie de lui répondre, si vous le permettez. Écoutez, évidemment qu'on s'incline et on est dévasté de voir le coût humain de cette énième, c'est la 9e ou la 8e ou la 9e tentative de révolte ou même de révolution en Iran. Mais moi, je vous ajouterai ceci. Il ne sert à rien d'appeler Trump, ni même Israël, pour apporter vers vous la sympathie ou essayer d'accélérer une intervention. N'oubliez pas que c'est la CIA qui a lâché le Shah d'Iran et qui a précipité l'arrivée au pouvoir des mollahs qui ont été choisis par les Iraniens, premier point. Et deuxième point, aujourd'hui, pourquoi les Iraniens ne restent-ils pas dans la rue? Il y a beaucoup de populations qui, face à des rouleaux compresseurs, n'ont attendu personne et sont morts par grand nombre pour y arriver. Parce que finalement, votre cause, elle est très noble. Mais je termine avec ça, vous vous adressez à quelqu'un qui, par exemple, quand il était au Liban, nous disait au Hariri, débarrassez-vous du Hezbollah. J'aimerais vous entendre là-dessus. Quand Trump dit les plus grands navires se dirigent vers l'Iran, regardez, on en a l'illustration ce soir, puisqu'effectivement, il n'y a pas seulement la parole, il y a vraiment le geste se joint à la parole, c'est en particulier le destroyer lance-missile américain Delbert Black qui participe à cette opération, qui s'ajoute à beaucoup d'autres navires, et en particulier au Lincoln. On est dans un moment où, à la fois par la parole et par le geste, les Américains montrent qu'ils mettent tous leurs moyens. Oui, ils montrent tous leurs moyens. Là, vous avez personne n'est capable de mettre à la mer comme ça une flotte aéronavale de cette taille. C'est très clair. Donc, et c'est encore une infime fraction de l'armée de la marine américaine, environ 10 ou 11%, puisqu'ils ont 11 porte-avions de cette sorte. En revanche, en matière de démonstration de puissance, là, effectivement, ils ont des unités modernes et tout est fait. Alors, on ne sait pas s'ils vont intervenir, mais tout est fait pour avoir l'efficacité maximum si les enfers se déchaînent demain matin. Là, il n'y a aucun doute. Michel Polaco. Le plus grand déploiement naval américain depuis la guerre du Pacifique. On n'a jamais eu un tel tonnage qui concentré. Mais normalement, il y a la 5e flotte quand même. Il y a un porte-avions en général. Mais on sait aussi qu'il y a d'autres. Il s'est renforcé, mais c'est pas si qu'il y a d'autres groupes aéronavals qui ont quitté quand même la Virginie. La 6e flotte dirige vers l'est. Il y a 2 porte-avions dans la 6e flotte à Naples en Méditerranée en permanence normalement. Alors, et donc évidemment de la Méditerranée, vos avions peuvent aller bombarder l'Iran, bien sûr. Donc c'est une opération de grande ampleur. Je quand même me permets d'insister parce qu'on a beaucoup entendu quelques jours, il gesticule, attention, faut voir. Pour l'instant, on verra peut-être ça donnera rien, mais pour l'instant, quand il dit nos plus grands navires vers l'Iran, il ne bluffe pas pour l'instant. Non, il bluffe pas, non. Personne n'a un porte-avions de cette taille-là au monde. Non, mais c'est tout. C'est vrai, mais de le dire, ça fait perdre de la valeur de l'information. Je veux dire, il suffit pas, il n'y a pas besoin de le dire. Dès que en quel sens ça fait perdre la valeur? Ça se comprend très bien. Il n'a pas besoin de le dire. Et ensuite, il donne l'impression, pardon du terme, il s'est planté. C'est-à-dire qu'il a dit, ils sont en train de tuer du monde, je vais y aller. Ses alliés lui ont dit, calma. Du coup, il s'est trouvé un petit peu en porte-à-faux. C'est ça l'impression qu'il donne Trump. Moi, je crois que tant que la musique n'a pas fini, tant que la dame n'a pas fini de danser sur la scène, il faut se retenir de certains jugements, de certaines opinions. Parce que je crois que, très franchement, on a beaucoup de mal à anticiper ce que décidera le président Trump. Il a quand même mis en place un dispositif qui est loin d'être négligeable. Il a quand même des moyens très important. Je pense qu'il veut aussi avoir plus de soutien. Et peut-être que ce sont les raisons qui retient son geste. Parce qu'il veut être certain que non seulement dans les pays qui sont proches des États-Unis, il va avoir des soutiens, mais à mon avis, il veut aussi avoir la certitude de la neutralité de Moscou. C'est très important pour lui. Et ça risque de coûter cher aux Ukrainiens d'ailleurs. Mais je pense que c'est très important pour lui. Et je pense que, pareil, il veut être certain que les Chinois vont rester calmes. Je pense qu'il prépare son terrain. Il prépare son terrain, il prend son temps. Faut pas s'imaginer que ça va se faire en 8 jours. Il a dit nous arrivons, mais nous arrivons, ça veut pas dire on arrive la semaine prochaine ou demain matin. Ça veut dire nous arrivons. Il commence à être là. Michel Polaco, moi je crois que vous avez tout à fait raison. Il veut prendre son temps. Il n'a pas encore pris sa décision. Non. Si la gesticulation marche, c'est-à-dire que s'il peut rapporter aux États-Unis une victoire
flagrante, eh bien il la prendra. Il aura effectivement, comme vous l'avez dit, gagné sans bataille, sans livrer bataille. C'est Sun Tzu, c'est comme l'a dit le général qui en parlait. Voilà. Et c'est la plus belle des victoires. Et après, effectivement, il prendra son temps. Et s'il décide de frapper, il prendra aussi son temps, en attendant, et je crois que c'est vous qui l'avez dit, Michel Polaco, en attendant que tout le maximum de renseignements lui soit parvenu. Quels sont les moyens qu'il met maintenant en œuvre ? Je rappelle les dernières informations. Le président Trump a pris la parole, on l'a entendu. C'est évidemment un moment fort de la soirée. Il dit que nos plus grands navires se rendent sur le terrain, se dirigent vers l'Iran, avec pour beaucoup d'entre eux, notamment pour le Lincoln, toute une série de moyens aériens. C'est votre spécialité, Michel Polaco. F-15, F-18, F-35. Quels sont les avions qui se trouvent sur le Lincoln ? Sur le Lincoln, vous avez du F-18, du F-35, vous avez de l'avion de guerre aérien, du Hawkeye, vous avez des prowlers qui sont des F-18 chargés de faire de la guerre électronique, vous avez quelques hélicoptères, vous avez évidemment énormément de moyens de défense pour le porte-avions, vous avez toute la flotte qui l'entoure, c'est-à-dire tout le groupe aéronaval. Et à mon avis, on pense qu'au ciel, le ciel est très important. Je crois que c'est un élément fondamental dans les guerres aujourd'hui, modernes. Mais je pense qu'il y a aussi en ce moment des commandos marines qui sont en train de se préparer à faire couler les frégates iraniennes. Je pense qu'il y a des gens qui prennent position partout pour les empêcher de miner le Golfe, le Détroit. Je pense que si vous voulez, en fait, il y a énormément de moyens dont on ne parle pas, qui sont eux aussi en train de se mettre en place, de manière à ce que si à un moment donné, c'était les Iraniens qui se déclenchaient les premiers, et on ne sait pas, ou si c'est les Iraniens qui se déclenchent en riposte à quelque chose, eh bien, ils soient capables de les annihiler très rapidement. Les missiles THAAD dont vous parliez tout à l'heure... J'aimerais vraiment, si on chapitre un peu là, sur les avions, ces avions, quel est leur usage si Trump veut frapper ? Puisque maintenant, on s'approche... Ils travailleront en meute. C'est-à-dire qu'ils vont travailler aussi avec les B1, avec les B2, avec les B52, c'est-à-dire des appareils qui vont arriver de loin, qui vont être capables de lancer des armes de précision, des armes de grosse puissance, etc. Et eux, ils vont ouvrir la route pour les protéger contre des systèmes de défense antiaérienne. Ils vont éventuellement mener eux-mêmes des attaques. Ils vont éventuellement soutenir des opérations de commando, ils vont faire de l'attaque au sol, des choses comme ça. Ils vont peut-être aller attaquer des casernes de gardiens de la Révolution. Enfin, si vous voulez, les moyens aériens, c'est de la guerre électronique, c'est de l'attaque au sol, c'est du soutien, c'est de l'accompagnement. Le général Muttard disait, il y a un entraînement, c'est-à-dire on s'imagine un peu naïvement qu'il suffit d'arriver et puis être un peu terrain. Il disait que même sur le théâtre d'opération, ensuite les pilotes doivent s'entraîner. Il n'y a pas que les pilotes, on s'entraîne. Tout le monde parle. Oui, ça de toute manière, le drill, c'est très très important et c'est vrai d'ailleurs pour les aviateurs, c'est vrai pour les tankistes, etc. C'est-à-dire que dès que vous n'utilisez pas votre matériel, vous perdez de la technicité. Donc si vous voulez avoir des réflexes machines pour avoir manipulé ces engins très complexes, il faut véritablement s'entraîner en permanence. Et encore plus lorsque vous êtes en opération, ça c'est sûr, parce que Patrick Duttard, j'étais là, il a très très bien expliqué que l'environnement est différent, on couche pas au même endroit, la météo est pas la même, il peut faire très chaud, très humide, on est fatigué d'une manière différente, il y a un dépaysement et il faut vraiment s'approprier l'environnement physique dans lequel on va agir. Et donc ça c'est très important. Même un pilote expérimenté, il peut pas simplement arriver et partir en mission bombardée. Non, alors s'il est très expérimenté, mais les pilotes, je rappelle qu'ils repassent tous les 45 jours, même quand ils sont au sol en état-major, ils doivent voler ou faire du simulateur tous les 45 jours, sinon ils perdent leur qualification et vous perdez votre capacité à voler parce que quand vous ne vous entraînez pas, c'est pas comme la bicyclette ou le ski. Quand vous ne vous entraînez pas, vous perdez une partie de votre technicité. Et puis n'oubliez pas, et je suis aviateur, donc j'ai beaucoup d'intérêt à le dire, et ça me touche particulièrement, c'est que le pilote aviateur, il n'est rien du tout sans tout le reste du personnel qui va se permettre de mettre l'avion en œuvre, les contrôleurs. Parce que quand un avion vole dans ce genre de mission, il est évidemment accompagné par un AWACS, un avion radar, qui va lui donner des informations, des consignes. Il va transmettre des informations. Il y a les mécaniciens qui s'occupent de préparer les machines et qui vont mettre les armements qui vont bien. Et il ne faut pas se tromper. Et il faut absolument que les armements soient opérationnels. Donc il faut que ce soit très bien fait. Il y a toute la mise en œuvre des bateaux, des porte-avions. Et vous avez vu, il y a aussi des V-22 Osprey, c'est-à-dire des avions hélicoptères. Là, vous avez vu avec des rotors basculants. Expliquez-moi ce que c'est qu'un avion hélicoptère là. Alors un avion hélicoptère, c'est un avion qui décolle comme un hélicoptère, qui ensuite déplace ses moteurs pour les mettre à l'horizontale et qui devient un avion.
Et il peut aller évidemment très très vite, puis ensuite il fait sa transformation de posture, si on peut dire, et ça lui permet de se poser à la verticale comme un hélicoptère. Pour moi, ce truc est une cochonnerie, enfin ils en ont pas mal. C'est pas français. Non, c'est pas parce que c'est pas français. D'abord, nous, on a trouvé mieux. Et puis, deuxièmement, franchement, ils en ont écrasé beaucoup. C'est vachement dangereux. On a trouvé mieux. Dites-nous, qu'est-ce qu'on a trouvé chez Airbus, on a développé l'hélicoptère avec des petites ailes et l'utilisation des puissances des réacteurs avec des hélices sur les côtés. Et ça, vous pouvez parfaitement vous permettre de perdre un moteur, de perdre le second. Vous vous retrouvez avec un hélicoptère qui est capable de se poser en autorotation. Est-ce que le risque de guerre générale dans la région existe? Très intéressante question de Ryan de Rouen. Comment les autres grandes puissances interprètent-elles ce déploiement massif américain face à l'Iran? Dissuasion crédible ou préparation à une escalade? Est-ce qu'il est possible que, c'est quand même une région évidemment hautement inflammable, que soit entraînée évidemment une guerre avec Israël et avec d'autres acteurs, les uns avec les autres entraînés dans la région? Non, je crois pas. Oui, un conflit régional, oui. Un conflit international, une style de troisième guerre mondiale. Régional, bien sûr. C'est déjà pas mal, si j'ose dire. Oui. Non, je pense que ça n'ira pas jusque-là. Rappelez-vous, en 91, on avait massé pendant combien de temps 35 pays, la 35 coalition. Pays, coalition contre l'Irak, 4e armée du monde, ou en tout cas du Proche-Orient. Oui. Ça avait commencé en août 90 et ils ont attaqué le 17 janvier 91. Ils ont mis 6 mois. Elle s'est effondrée en 4 jours. 4 jours. 8 semaines et 4 jours. Oui. Mais alors, ce qui est intéressant, les 6 mois, ça prouve la durée d'une projection. Parce que on croit toujours qu'on projette et puis on y va. Et en fait, il a fallu 6 mois pour projeter tout le monde, pour amener les approvisionnements et faites en sorte que cette armée apprenne à travailler ensemble avant de commencer l'offensive. Et donc, ça s'inscrit dans le temps long. Et donc là, ils sont même pas forcément tout à fait encore au point, à mon avis, pour mener quelque chose. C'était une guerre contre l'Irak à ce moment-là, donc on se prépare de manière différente, et c'était 35 pays, là c'est les États-Unis. Est-ce que le scénario catastrophe existe? Je rappelle cette question de Ryan qui est très intéressante, c'est-à-dire le scénario où ça se passe pas si bien que ça pour les Américains et où ils s'enlisent. Bah oui. Oui, absolument. Si par exemple ils mettent des commandos au sol et que ça se passe comme en 80 en Iran, eh bien c'est la catastrophe immédiate. Voilà. Alors maintenant, s'ils ils vont voler du B2, c'est à mon avis l'hypothèse la plus c'est en l'air, ça a de la bombe de précision, aucun missile est capable de les atteindre, c'est furtif, ça a le truc de radar d'une hirondelle. Donc là, à mon avis, ils prennent des risques tout à fait modérés. Mais une attaque au sol, à mon avis, c'est assez aléatoire. Oui, en fait, ce qu'il veut, c'est une intervention 0 mort et le risque le plus limité possible. C'est pour ça que la décision prend autant de temps. Le risque de l'enlisement, vraiment, j'aimerais que vous répondiez à Ryan. C'est-à-dire, effectivement, est-ce qu'il y a le risque? Les guerres, souvent, il y a un monstre de la guerre. Vous mettez un doigt et après, c'est là, c'est le bras. Une guerre aérienne, vous pouvez pas vous enliser. Vous pouvez éventuellement être obligé de faire marche arrière et rentrer chez vous, mais vous pouvez pas vous enliser. À partir du moment où vous avez mis des hommes sur le terrain, du matériel sur le terrain, là, regardez l'Afghanistan. Vous pouvez vous enliser. Donc voilà, pour l'instant, on ne sait pas si les Américains vont jouer type Afghanistan, type guerre du Golfe, ou bien type autre chose. Oui. Trump ne veut absolument pas de Il y a un deuxième risque, mais moins fort que l'enlisement, qui est évidemment le risque maximum, comme en Irak ou en Afghanistan. C'est le risque... Ils bombardent, ils détruisent une centaine de casernes des gardiens de la Révolution, mais que après, ils repartent, mais que le régime existe toujours, que le régime réprime toujours, et que en fait, le programme nucléaire iranien n'a pas du tout été arrêté, et qu'ils sont plus impopulaires dans la région qu'ils ne l'étaient au début. Ça, c'est un risque. Moi, je crois même que c'est l'hypothèse majeure, moi. Vous voyez, c'est plus qu'un risque, je crois que c'est l'hypothèse majeure. C'est que ça ne résout rien. En revanche, je ne crois pas à l'enlisement, parce qu'on l'a vu au Venezuela, on l'a vu avec la guerre des 12 jours, Donald Trump veut se désengager. C'est une de ses qualités, d'ailleurs. Oui. Ça évite, effectivement... Attendez, avec une prise de risque. Venezuela, il a quand même envoyé un commando, ça aurait pu mal tourner. Non, mais bien sûr, mais il y a le commando et après, c'est fini. Oui, mais il faut... Non, mais
c'est ça. C'est-à-dire que le désengagement, la sortie de crise, elle est toujours maîtrisée chez Donald Trump. C'est à mon avis une de ses grosses qualités. J'insiste, on dit ça maintenant, ça s'est bien passé. Non, on l'a dit le jour même. Oui, alors moi, je l'ai répété parce que je suis pas susceptible d'aimer Donald Trump, mais j'ai toujours dit il a toujours maîtrisé ses sorties de crise pour éviter de s'enliser. Il a vraiment mis les moyens. Et je prétends qu'il ne s'enlisera pas sur ce coup-là. Et je crois qu'il veut, et moi je crois personnellement, il me fait pas ses confidences, Donald Trump, mais je crois personnellement qu'il veut réussir avec l'Iran ce qu'il a réussi avec le Venezuela. Il a quand même réussi un truc incroyable au Venezuela, c'est qu'on a vu le directeur de la CIA aller au Venezuela, sur le sol du Venezuela, discuter avec Delcy Rodriguez. Je vous interromps une seconde, ça veut dire qu'il peut envoyer un commando en Iran ? Ah bah oui, pour prendre Khamenei ici, là, effectivement, le lieu, je crois pas qu'il ait connaissance du lieu où se cache Khamenei, mais s'il peut le faire, il le ferait, bien sûr. Vous y croyez ça ? Non, moi je pense qu'il a pas. Il n'y a pas besoin d'envoyer des Américains ou des Israéliens en Iran. Il y a des gens pour arrêter Khamenei. Mais même pour tuer Khamenei, il n'a pas besoin. Il y a des cellules iraniennes de gens qui ont été entraînés depuis des années et qui veulent en découdre avec lui, qui sont formés, armés, financés. Ils l'ont dit, c'est pas nous qui faisons courir le risque à ces populations. Et il n'y a pas besoin que ce soit des Israéliens ou des Américains. C'est des gens qui veulent en finir avec le régime et qui ont été financés par ces cellules. Revenons aux images et à ce qui se passe dans le déploiement maritime. Tout tourne autour du Lincoln, cet immense porte-avions. Question de José à Rouen. À quoi peuvent servir les sous-marins s'il y a une intervention ? Et c'est une très bonne question parce que moi je découvrais, je savais pas qu'en plus du Lincoln, il y avait obligatoire. Toujours. Attendez, l'un après l'autre. Alors, qui veut commencer ? Si vous voulez, obligatoire. Vous n'avez jamais le déplacement d'une flotte. Le Charles de Gaulle, il se déplace jamais sans un ou deux sous-marins nucléaires d'attaque. Je dis nucléaires parce qu'ils sont chez nous à propulsion nucléaire. Mais d'abord, les Iraniens ont des sous-marins, diesel. C'est plutôt des vieux trucs, c'est pas des appareils qui sont extrêmement performants, mais enfin, un sous-marin qui tire une torpille, c'est quand même un sous-marin qui tire une torpille. Et si d'aventure, ça touche un destroyer, ça touche un des bâtiments de la flotte, ça fait pas propre. Donc ça veut dire que, bien évidemment, les Américains ont plusieurs sous-marins dans la région, plusieurs sous-marins d'attaque, plus des sous-marins lance-missiles pour pouvoir tirer sur l'Iran si c'était nécessaire, que, évidemment, ils pistent les sous-marins iraniens. Je ne sais pas s'ils sont au port ou s'ils sont en mer. S'ils sont au port, alors là vraiment ils sont pas à l'aise. Mais s'ils sont en mer, normalement ils doivent arriver à se planquer. S'ils sont pas bien planqués, ils sont déjà morts. Oui, mais en même temps, ce sont des diesels et à un moment, ils doivent ravitailler. Ils doivent faire surface aussi pour parce qu'on ne tient pas la mer très très longtemps avec un sous-marin diesel. C'est des submersibles. C'est bruyant, mais en fait, effectivement, il y a toujours des sous-marins parce que autant il y a la protection sol-air au-dessus des bâtiments, eh bien, le sous-marin apporte la protection sous-maritime. Il y a des bâtiments et de manière anti-navire également, pas seulement pour les autres sous-marins, mais il tire des torpilles et donc il est capable d'aller dégommer une frégate, une flotte qui arrive et qui voudrait se confronter à la marine américaine. On rappelle qu'ils ont 7 frégates, donc à mon avis, elles sont anciennes, des années 70. Alors à mon avis, ils peuvent pas faire grand-chose contre les Américains. Je doute qu'ils les utilisent. La principale menace contre les Américains, ce sont les vedettes rapides. Les vedettes, il y en a 500 et ils peuvent bloquer quand ils veulent le détroit d'Ormuz avec 500 vedettes. Pas contre la marine américaine, mais contre les pétroliers. On va voir des images de ces vedettes. Alors c'est ces speedboats qui coûtent pas bien cher, j'imagine. Je sais pas combien coûte un speedboat comme ça. Et qui font du 96 km par heure et qui ont été aussi fournis par les Iraniens aux Vénézuéliens lorsqu'ils avaient leurs problèmes territoriaux avec et qui peuvent faire mal, Alors combien ils coûtent je sais pas. Non, j'en sais rien, mais ça c'est pas vraiment d'importance. C'est pas très onéreux. C'est pas cher. C'est pas 400 000 $. Mais 500. En revanche, c'est de la marine côtière, c'est pas de la marine tourrière. C'est-à-dire que là, c'est pas avec ça qu'ils vont aller se mesurer au porte-avions. Le porte-avions, il sera trop au large. Ça doit aller à 100 km au large. Et puis après, il faut revenir. Il y a un problème logistique qui paraît évident, et donc une autonomie qui est limitée. Donc c'est véritablement adapté au Golfe Persique, au détroit d'Ormuz. Typiquement, c'est comme ça qu'ils ont arrêté pendant la guerre Iran-Irak la circulation maritime. 20% du pétrole mondial transite par là. Et ça, c'est leur principale arme, parce qu'ils auront un effet
mondial, avec quelques vedettes, ils auront un effet stratégique mondial immédiat. Ça veut dire, expliquez-moi bien, avec ces vedettes-là, ils font quoi exactement ? Ils bloquent le détroit. Ils vont tirer sur les pétroliers, ils vont détruire des pétroliers, donc ils vont bloquer la circulation maritime. Faut-il encore qu'ils ne soient pas détruits avant ? Ça, c'est une possibilité. Il y a quand même aussi beaucoup de chances que le trafic pétrolier soit interrompu. Sur la carte, si on pouvait voir la carte du détroit, en fait, vous voyez évidemment le Bandar Abbas, qui est la ville, qui est le port, qui est un peu le Toulon iranien, qui se trouve, voilà, exactement, on peut le voir là, et bien au sud, vous avez le détroit. C'est là que peuvent circuler ces vedettes, et elles peuvent aller d'un point à l'autre, elles peuvent même le traverser, puisque c'est 33 km. Et la ligne est toute fine entre le port de Bandar Abbas et la voie maritime qu'empruntent tous les tankers qui assurent le transport de 20%, comme vous le disiez, du pétrole mondial. Mais une vedette et avec comme leur vitesse, en moins d'une demi-heure, ils traversent tout le détroit. Je veux dire, ils peuvent aller très très vite et en essaim, ils peuvent saturer l'espace maritime, au moins temporairement. Et s'il y a un seul pétrolier qui est atteint, tous les autres vont s'arrêter. Ça me paraît évident. Pour des raisons d'assurance, etc., de prendre pas de prise de risque. Et donc là, on bloque 20% du commerce mondial. Les chasseurs bombardiers américains, ensuite, les tireront comme des canards. Bien sûr, mais il y en a beaucoup. Ils sont très visibles. Ils sont très visibles. Ils ne peuvent pas se planquer. Écoutez Pete Exet, parce que les Américains sont arrivés au stade, je rappelle, les déclarations de Trump ce soir, nos plus grands navires se dirigent vers la région, il veut une attaque rapide et décisive. Son secrétaire à la guerre dit « Nous sommes maintenant plus que prêts ». Le président a été clair dès le début, comme il l'était avant l'opération Marteau de minuit. L'Iran n'aura pas les capacités d'armement nucléaire. Ils peuvent donc soit négocier sur ce point, soit nous avons d'autres options. C'est pour cela que le département de la guerre existe. Il ne veut pas emprunter cette voie. Je ne veux pas emprunter cette voie non plus. Mais notre mission est d'être prêts. Et bien sûr, nous le sommes. Et nous sommes plus que prêts. Le président Trump est engagé pour la paix, engagé en faveur d'un accord. Si l'Iran est sérieux à propos d'un accord, nous verrons. C'est à l'Iran de décider. C'est très clair. Imaginez la pression qu'il y a ce soir à Téhéran, c'est-à-dire en écoutant tout ce qu'on vient de voir, quel est le calcul que veut faire l'ayatollah Khamenei? C'est vous qui les connaissez, Sophia. Écoutez, non, mais en réalité, vous avez deux camps. Attendez, décrivez-nous la scène. D'abord, est-ce qu'il est dans son bunker? Où est Khamenei d'après vous? D'après les informations qu'on a, des sources les plus sûres, c'est qu'il est dans des tunnels, un dédale de tunnels, et non pas dans un bunker, parce que le bunker, c'est pas suffisamment safe. Il est évidemment sûrement avec son fils, Mujtaba, qui devrait être son successeur, et qui, si jamais il y a une frappe, il faudra qu'il se débarrasse des deux. Parce que Mujtaba, il n'est pas moins dangereux que son père. Et par conséquent, voilà, aujourd'hui, et c'est un homme qui a très peur pour sa sécurité, Khamenei, qui avait dit à Nasrallah, surtout, tu risques de te faire buter, il faut venir en Iran. Et Nasrallah avait dit non, il avait été liquidé 48 heures après. Aujourd'hui, ce dont il a peur, je pense, ça n'est pas seulement... Parce qu'il y a deux tendances aujourd'hui, au moins dans les passedarans et à la tête du pouvoir. Il y a ceux qui sont complètement religieux, et il y a ceux qui sont un petit peu corrompus et qui ils veulent bien mélanger la chèvre et le chou, c'est-à-dire le turban et le portefeuille. Mais restons l'instant de ce qui se passe, c'est-à-dire le calcul que peut faire Khamenei ce soir. Il a entendu, il n'est pas complètement sourd, il a entendu Trump qui lui dit les bateaux arrivent et qui lui dit je suis prêt à une attaque rapide et décisive. Est-ce qu'il se dit il faut gagner du temps? Moi, je dis que c'est gagner du temps. Il veut gagner du temps ce soir, c'est-à-dire il va jouer le jeu de la négociation et voir combien de jours il peut tenir comme ça, un peu comme fait Poutine avec d'ailleurs Donald Trump dans les négociations sur l'Ukraine. Et il pourra, comme son prédécesseur, avaler la pilule amère. C'est l'imam Khomeini, le prédécesseur de Khamenei, le guide de la révolution. Il ne faut pas passer devant la caméra, il faut passer derrière la caméra. Voilà, c'est très bien. Voilà, le guide de la révolution iranienne, quand il avait compris en 1988 que effectivement l'Iran ne pouvait pas continuer cette guerre contre l'Irak. Il avait accepté la proposition des diplomates algériens pour une paix, pour un casse-partout, si vous voulez, dans cette guerre entre l'Irak et l'Iran. Il avait justifié ça en disant, eh bien, j'ai dû boire la pilule amère. Et ça, c'est le poison amer, la pilule amère. Et c'est comme ça, peut-être que ça se finira, parce qu'il a compris
vous avez mis les propos de Pete Hegseth, du secrétaire à la défense américain, qui a dit très clairement que la solution voulue aujourd'hui par les États-Unis, c'était la diplomatie, c'était un accord avec l'Iran quand même. Ouais. Il vient de le répéter. J'aimerais vous entendre sur le risque par rapport à 2003. Il y a un précédent terrible, c'est la guerre d'Irak. Rappelez l'image, 2003, c'est Colin Powell qui ment, les États-Unis d'Amérique mentent sur les raisons de l'invasion de l'Irak. Bush, d'ailleurs, c'est intéressant, aucun occidental n'a demandé de juger Bush. Comme quoi, le courage vis-à-vis des Américains reste D'autres assez... pays l'ont fait. Le pragmatisme. Vous avez raison, c'est la bonne définition. D'autres pays l'ont fait. Le droit international, vous savez, les peines, le droit international, les cours pénales internationales, c'est monté par les grandes puissances pour les petits. C'est les petits qui vont en prison, c'est comme Milosevic ou comme les différents dirigeants africains, mais les gros ne vont jamais en prison. Et les vainqueurs écrivent l'histoire. Toujours. Est-ce que ce précédent écoutez cette séquence, cette archive, elle est beaucoup ressortie ces derniers jours sur les réseaux sociaux, elle est saisissante. Est-ce que ça peut être le sort de Khamenei? C'est Saddam Hussein renversé en 2003, il est jugé par la suite, et en 2006, c'est le moment où le dictateur de l'Irak apprend qu'il va être pendu. الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب الشعب كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليس بدلالة المادة 12. Cette scène était incroyable. Et le monde entier observait ça en se disant tiens, ça marche pas tout à fait comme on nous avait dit que ça marcherait. Surtout qu'il a pas peur. Il dit à bas les envahisseurs, à bas les collaborateurs. Et ensuite, les Américains ont fait une erreur encore plus grave. C'est qu'ils ont laissé aux chiites, au gouvernement chiite qu'ils supportaient, le soin d'exécuter eux-mêmes Saddam Hussein. Et là, ils ont fait quelque chose qu'on ne fait jamais, c'est-à-dire que les bourreaux ont exécuté la victime. Si vous voulez, quand Eichmann a été exécuté en Israël, on l'a pas insulté, on lui a pas craché dessus, on lui a permis de fumer une cigarette et il a été pendu. Là, et ce phénomène-là, le fait que ce leader sunnite ait été insulté par des chiites au moment de son exécution, le fait qu'on soit exécuté, ça fait partie d'une carrière politique dans le monde arabe. Là, c'est pas le problème. Mais le fait qu'on soit insulté sur son lit de mort alors qu'on va être exécuté, ça c'est quelque chose qui n'a pas été supporté par le monde sunnite. Et je peux vous dire que à l'époque, j'étais à Tripoli et les sunnites de Tripoli au Liban ont été scandalisés par cette exécution. Est-ce que vous souhaitez, vous, que Khamenei soit arrêté, pas pendu, ça, chacun est libre, évidemment. Sur notre antenne, l'Israélien disait pendu, mais sans aller jusque-là, qu'il soit arrêté et renversé, oui ou non, par les Américains. Je pense que, puisqu'on parle d'Irak, ce qu'il faut, vous parliez de cette séquence, c'était pas le plus grave que d'insulter, c'était détestable de la part des chiites d'insulter ce chef d'État sunnite, et ça a aggravé les tensions. Ce qui a été le plus grave, c'est que les Américains ont donné l'Irak à l'Iran. C'est ça le plus grave. Et aujourd'hui, si on en est là aujourd'hui, et si l'Iran est aussi puissant, c'est parce que le croissant chiite qui a été dénoncé par le roi Hussein de Jordanie au début des années 2000, il a dit attention, il y a un arc chiite, une pieuvre. J'aimerais vraiment qu'on reste à aujourd'hui, c'est-à-dire oui ou non. Alors, est-ce qu'on peut voir l'image? On à l'Iran. S'il vous plaît, qu'on soit très concret. J'aimerais qu'on voit l'image de l'ayatollah Khamenei. On va voir l'image de la GBU qui permet ou non de l'atteindre dans son bunker. Est-ce que oui ou non vous le souhaitez? C'est le sujet ce soir. C'est-à-dire est-ce que les Américains le peuvent, le veulent, et est-ce que c'est une bonne chose ou non? Moi, je crois que ça ne changera rien. Parce que c'est une théocratie, qu'il a des successeurs qui sont nommés, il a même un fils, et donc je crois que le pouvoir des mollahs aujourd'hui ne repose pas comme au Venezuela sur la seule personne Maduro. Maduro, excusez-moi, voilà. Après Chavez. Une absence, voilà. Et donc je pense que ça ne résoudra pas le problème de la chute du régime si la seule personne du mollah est exécutée. Alors je sais pas ce qu'on dit. Donc on fait quoi? Rien. Je ne crois pas que ce soit ça qu'il faille faire. Voilà, je ne pense pas que ça changera quoi que ce soit. Il va mourir, et on va en faire un martyr. Moi, j'ai peur qu'on en fasse un martyr dans la cause. Parce que dans l'histoire, la politique de la c'est quand même avouez que c'est une drôle de réflexion. Quand Ceausescu est tombé, les Roumains se sont réjouis. Alors non, mais bien sûr. Mais c'est les Roumains, c'est la sécurité. Je dis, ça ne fera pas son tomber gouvernement qui a tué Ceausescu. C'est une analyse militaire. Ça ne fera pas tomber le régime. Parce que en Roumanie, c'est pas les Américains
Américains qui sont intervenus pour faire ce La théocratie chiite iranienne repose sur autre chose que sur sa seule personne. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Et le réel problème, c'est que finalement, ce qu'il faut, lui, il peut mourir, il peut être liquidé, il peut mourir de sa belle mort. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que les Iraniens fassent le travail. Il faut qu'ils fassent le travail, c'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre solution. C'est la seule solution. Pour éviter l'irakisation de l'Iran, pour éviter quoi que ce soit d'autre, il faut que les Iraniens, même si c'est très dur, c'est douloureux, c'est mortel, il y a beaucoup de peuples qui sont morts, 400, 500 000 morts, 1 million de morts en Syrie, et ils se sont libérés d'une façon ou d'une autre. C'est tout. Il n'y a pas de mystère. Personne, il y a un proverbe au Moyen-Orient qui dit « Personne ne peut gratter son dos que soi-même, même si c'est un... » Ça veut dire, pardon, que sur ce plateau, vous êtes tous contre une intervention. Non, c'est pas ça. Non, mais pour enlever... Écoutez, moi, s'il meurt, ça m'empêchera pas de dormir. Mais que d'autres fassent. Mais je veux dire, il faut qu'il y ait un effet final recherché. Moi, militairement, on tape pas gratuitement pour taper, pour dire qu'on est le plus fort, qu'on a la plus grosse. On tape parce que ça va avoir un effet. Et je prétends que si on tue Khamenei, ça ne fera pas tomber le régime. Voilà. Non, mais je pense pas. Je pense que si Trump intervient, il a quand même une idée en tête de ce qu'il recherche. C'est pas parce qu'on ne le sait pas qu'il n'en a pas. Oui. On applaudira effectivement si les choses se passent bien. C'est-à-dire pas uniquement si effectivement Khamenei est éliminé, mais si les gardiens de la révolution également, ou en tout cas une grande partie sont décapités, s'il y a des réactions de la population, ou si les cellules dont on parle, Sophia Marin, interviennent, on ne pourra que s'en féliciter. Et là, les Européens pourront se dire, on n'a rien fait. On a juste condamné les morts. Non, mais bien sûr. Mais évidemment, après, si c'est un échec, on sera toujours là pour dire, on vous l'avait bien dit. Oui, écoutez, ce qu'est Khamenei, rappelons-le. Khamenei, c'est l'homme qui a fait couler le sang. On a quand même eu raison de le leur dire sur l'Irak, Sylvie. On a quand même eu raison de le leur dire quand même. L'Irak, c'était un mensonge caractérisé. Donc on a eu raison de le leur dire. Je suis d'accord, la lâcheté occidentale est problématique. On est parfaitement absent de ça et on est en train de juger Trump. Moi, j'aime pas Trump, mais on est en train de le juger. Il va le faire. C'est pas bien, c'est bien. Et puis nous, on ne fait rien. Et ça, vraiment, c'est terrible. Non, mais la politique de la canonnière, on a beaucoup essayé par le passé. Je suis pas sûr que, après avoir brûlé le palais d'été, les Français et les Anglais, on ait amélioré la situation en Chine. Je ne le crois pas d'ailleurs. Donc, quand on fait la politique de la canonnière, il faut être extrêmement prudent et être sûr du résultat. Alors effectivement, si on sait par qui remplacer l'administration du régime islamique, si on a une administration toute prête, tant mieux, mais qu'on le fasse. Et si on est sûr que cette dictature politique qui est tout à fait détestable ne soit pas changée en pire, c'est-à-dire en anarchie, et ne soit pas changée en encore pire, c'est-à-dire en guerre civile. Nous ne voulons pas... Enfin, moi, je ne veux pas la destruction de la Perse éternelle. Je ne veux pas cela. Personne ne la veut. Écoutez, très très beau pays. Khamenei, c'est intéressant. Il n'y a pas de voix contradictoire sur ce plateau. Vous êtes tous d'accord. En gros, écoutez Khamenei, qui lui, il reste sur une ligne évidemment très très brutalement anti-occidentale. La nation iranienne a désormais confiance en elle. Aujourd'hui, vous ne vous sentez plus faible, vous ne vous sentez plus inférieur à certaines nations européennes, ni même aux États-Unis. Voilà, la déclaration de Khamenei. Et je rappelle qu'avec le QR code qui est inscrit au bas de l'écran, chacune et chacun peut toujours poser ses questions. Michel Boulogne-Billancourt, le plan de Trump, le plus probable, n'est-il pas d'enlever Khamenei pour faire tomber le régime? Il y a encore, il faut dire ce qu'il y a, le précédent de Maduro donne du crédit à ça. Il l'a fait une fois, est-ce qu'il peut le faire deux fois? On imagine toujours le coup d'avant, comme on prépare toujours la guerre d'avant. Je pense que non, il faut s'attendre à autre chose. Comme tous mes amis viennent de le dire sur le plateau, la simple disparition de Khamenei, qu'on le tue ou qu'on le fasse prisonnier, ne changera rien. Il faut faire tomber le régime et il faut avoir quelque chose à mettre en place derrière. Donc voilà, c'est ça qui est absolument essentiel. Faire tomber le régime, c'est très difficile. Il faut probablement un peu plus d'aide des pays occidentaux et peut-être d'autres pays auxquels on ne pense pas beaucoup. Je vous ai parlé des Russes tout à l'heure. Si déjà ils se taisent, ça rendra service à tout le monde. Les Américains vont y aller tout seuls, ils vont faire le boulot pour tout le monde, s'ils y vont.
ce serait pas mal qu'ils sentent au moins qu'il y a un certain soutien pour essayer de rétablir une démocratie que nous avons tous aidé à démolir dans ce pays. Enfin, c'était pas une démocratie, mais c'était quand même moins pire que ce que c'est aujourd'hui. Pour répondre très exactement, comment est-ce que vous imaginez un enlèvement de Khamenei ? Vous dites qu'il y a déjà des gens de la CIA ou du Mossad sur place, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? S'ils veulent tenter de l'enlever. Il est absolument impossible de kidnapper, et puis ça prendrait trop de temps et c'est inutile. Le neutraliser, pour ceux qui voudront se débarrasser de son régime, c'est évidemment l'option la plus simple. Et pour ce faire, ils vont certainement pas amener des GI ou des forces étrangères qui sont facilement repérables, mais utiliser sur le territoire iranien des éléments qui ont été formés, entraînés, soit par le Mossad, soit par la CIA, qui se trouvent dans le Kurdistan irakien voisin. Et pour ce faire, il faut que ce soit peut-être des unités qui sont kamikazes, parce qu'ils ne sont pas à l'abri de se faire tirer dessus une fois qu'ils auront liquidé le... Vous imaginez la complexité d'emmener un homme de 87 ans qui n'est pas en bonne santé, etc. Ça me semble parfaitement impossible. L'enlèvement, c'est pas sûr qu'il le fasse avec tous les égards, si je peux me permettre. Non, oui, non, mais bien sûr. Honnêtement, je ne le crois pas. Je pense que s'il y avait contre la personne de Khamenei, je suis absolument d'accord avec Sophia, c'est l'élimination. L'enlèvement ne me semble pas faisable à ce stade-là. Si on était sûr que après, en tuant Khamenei ou en l'enlevant, il y avait la réaction en chaîne favorable. Bien sûr qu'on ne serait tous pour faire l'opération, mais on n'en est pas du tout sûr. On n'est pas du tout sûr que cette réaction en chaîne miraculeuse existe, que les dominos vont s'abattre les uns après les autres. On n'en sait rien. Et l'histoire nous a plutôt appris le contraire. Voilà. Oui. Et pour répondre à Sylvie Berman, le gouvernement Jospin, avec Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères, a commis une erreur d'envoyer nos troupes en Afghanistan. On avait proposé, dans le cadre de l'article 5, d'envoyer des troupes auprès des Américains. Rumsfeld avait dit en 2001, non, je n'ai pas besoin des Français, merci. On dit très bien, on va vous soutenir politiquement, nos amis américains, et puis bien sûr, on n'envoie pas des troupes en Afghanistan. C'est une erreur, on s'est laissé faire, on a cru au mirage américain. Qu'est-ce qu'ils avaient dit à la conférence de Bonn ? Ils avaient dit, on va reconstruire l'Afghanistan, on va le démocratiser et on va le développer économiquement. Quelle ambition! C'était aussi beau que le rêve colonial de Jules Ferry. La volonté des Américains de casser le nucléaire, on voit bien que ce soir c'est le but principal de Trump. On a vu tout à l'heure les images des B-2. Le chef d'état-major iranien semble dire que ça n'est pas possible, en tout cas que l'Iran gardera quoi qu'il en soit sa capacité de bombardement nucléaire. On va lire ce qu'il dit. Rien ne se perdra, dit-il. Le savoir et la technologie nucléaire de la République islamique d'Iran ne peuvent pas être éliminés. Amir Hatami, c'est le commandant en chef de l'armée iranienne. Même si les scientifiques et les fils de la nation tombent en martyr, dit-il, la matière, le savoir-faire iranien en matière nucléaire se poursuivra. Est-ce que, dans leur volonté de puissance, ils ont raison ? Oui. Ils ont raison, on ne tue pas les idées. On tue les objets, on tue les êtres humains. Donc bien sûr qu'ils ont raison, le problème c'est le temps. Et à partir du moment où vous acceptez d'y introduire le facteur temps, il est bien évident qu'à partir du moment où vous détruisez les installations, si en plus vous tuez les savants, les ingénieurs, les spécialistes, les techniciens, parce que tout ça, ça représente beaucoup de monde, vous gagnez du temps. Alors vous gagnez, là, le mois de juin dernier, c'est peut-être des mois. Là, vous pourriez gagner peut-être des années. Et pendant toutes ces années, vous pouvez espérer que le régime va changer et qu'il va arrêter de vouloir absolument d'abord détruire certains de ses voisins et deuxièmement s'armer avec des armes stratégiques pour pouvoir le faire. Car c'est ça le problème. C'est pas tellement que l'Iran a une arme nucléaire, c'est que l'Iran a de mauvaises intentions. Je veux dire, tout le monde s'est habitué à l'idée qu'il y avait d'autres pays qui avaient des armes nucléaires. Est-ce qu'aujourd'hui on reproche à l'Inde d'avoir des armes nucléaires ? Est-ce qu'on reproche au Pakistan d'avoir des armes nucléaires ? On ne leur reproche pas, parce qu'ils sont sages. Je ne sais pas s'ils le seront toujours, mais ils le sont. Ils sont pourtant... Et ils sont très ennemis. Ils se battent. Et ils sont plutôt inquiétants, on va dire. Oui, mais l'arme nucléaire, c'est une arme de sage. C'est pas une arme de cinglé. Et est-ce que ce régime est plus dangereux qu'un autre ? Vous disiez, Sophia Amara, c'est pas sûr qu'il veuille détruire l'Iran. Et hier, on entendait au contraire Israélien dire oui, ils veulent absolument détruire Israël. Écoutez le général Yakovlev sur notre plateau qui disait oui, c'est un régime épouvantable, mais enfin il y en a beaucoup d'autres. Donc il n'y a pas vraiment de logique de frapper celui-là en particulier.
Les Iraniens ont tué des Français, c'est vrai. Ils ont, on est d'accord. Ça n'en fait pas une menace existentielle. Je suis désolé. En Europe, l'Iran n'est pas perçu comme une menace existentielle et pour l'Europe. Et des régimes qui puent des pieds et qui massacrent leur population, il y en a un paquet sur la planète et on n'est pas parti pour faire le ménage. Est-ce qu'il a raison ou est-ce que le nucléaire iranien fait de l'Iran un danger plus grand que d'autres ? Oui, c'est un danger plus grand que d'autres. D'abord parce qu'ils menacent de l'utiliser, ce qui n'est pas le cas des autres. Et par exemple, les Israéliens, à l'époque d'Ahmadinejad, qui était un fou furieux et qui parlait tout le temps d'éliminer Israël, je leur ai dit, mais c'est un fou, c'est des paroles. Il m'a dit, une fois dans notre vie, on a cru que c'était un fou, et il parlait d'Hitler, on va pas se faire avoir deux fois. Donc c'est normal que les Israéliens aient peur de ça, et essaient effectivement d'éliminer la bombe iranienne. Mais les Israéliens, et pas seulement, il n'y a pas que les Israéliens qui ont peur du nucléaire iranien. Oui, vous savez, les Iraniens sont une puissance spatiale. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de mettre des satellites en orbite. Quand on peut mettre un satellite en orbite, ça veut dire qu'on peut envoyer un objet à plus de 10 000 km de son point de départ. Donc ça veut dire que demain, les Iraniens, s'ils développent une arme nucléaire et qu'ils arrivent à la miniaturiser, ils peuvent très bien aussi viser Paris, ils peuvent très bien viser Rome, ils peuvent très bien viser des capitales importantes dans le monde. Donc personne ne sera à l'abri. Ce que vous dites est saisissant, parce qu'on entend d'autres sur les plateaux dire « Oh, bon, n'exagérons pas ». Mais n'exagérons pas, évidemment. Je vous parle dans le temps. Évidemment, la semaine prochaine, non. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais néanmoins, aujourd'hui, on sait que des pays comme, par exemple, l'Inde, en moins de 15 ans, ils ont développé un dispositif nucléaire important qui leur permet de tirer aujourd'hui, parce qu'ils sont équipés pour ça, à 3000 km. Demain, s'ils le veulent, puisque c'est une puissance spatiale, s'ils le voulaient, ils pourraient tirer à 10 000 ou 12 000 km. Ce qui est dangereux, en fait, ce qui est dangereux, Darius, c'est que si les Iraniens avaient demain la bombe atomique, là, vous pouvez être totalement sûr que la Turquie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats, ces quatre pays, immédiatement iraient à fond vers un programme nucléaire. Et donc vous auriez un Moyen-Orient avec 6 pays du Moyen-Orient dotés de l'arme nucléaire, parce qu'Israël a évidemment l'arme nucléaire, plus sans compter les grandes puissances autour, et un jeu nucléaire dans une seule région à 6 acteurs, c'est totalement ingérable. C'est déjà très difficile à gérer, par exemple, à 2 acteurs entre l'Inde et le Pakistan, et vous savez qu'en 1999, on a failli. On est passé à 2 doigts d'une guerre nucléaire entre l'Inde et le Pakistan. Donc c'est déjà, et en 62 entre l'Amérique et la Russie. Et donc un jeu nucléaire à 2, c'est très difficile déjà à gérer, mais à 6, c'est juste ingérable. Et donc nous n'avons pas intérêt à avoir un jeu nucléaire ingérable au Moyen-Orient. Mais moi je crois que l'Iran, alors pour nuancer ce qu'a dit Michel Yakovlev, l'Iran est un petit peu à part dans la catégorie des bad guys, justement parce qu'il y a Israël. Et Israël, c'est pas un pays comme les autres, parce que pour l'Occident, il y a une forme de culpabilité vis-à-vis de la Shoah, etc. C'est un État qu'on a recréé, et donc il y a eu, enfin, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, le cas particulier d'Israël donne à ce conflit une dimension particulière, et c'est pas un régime qui pue des pieds parmi les autres. C'est un régime qui menace de destruction cet État qui a eu 7 millions, enfin, un État juif qui a eu 7 millions de pertes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Question de Pascal de Belgique. Bonsoir. Et si l'Iran avait maintenant des missiles nucléaires grâce à la Russie? On a beaucoup entendu parler de collaboration avec les Russes qui irait plus vite qu'on ne le pensait en matière nucléaire. Non, évidemment que non. Les Russes ne se risqueraient pas à ça. Cela étant dit, quand vous disiez que bad guy dans le Moyen-Orient, aujourd'hui, je ne pense pas que l'Iran menace l'Europe. Évidemment que c'est un danger, mais pour la région du Proche-Orient, aujourd'hui, ce qui menace l'Europe en termes de nucléaire, c'est la Russie plutôt que l'Iran. Même si l'Iran l'Iran a une volonté hégémonique. L'Iran veut avoir accès à la mer, aux mers chaudes. L'Iran veut mettre le monde arabe sous sa botte. L'Iran veut faire face au sunnisme, veut exporter sa révolution au Proche-Orient. Mais l'Iran n'ira pas frapper à Paris. Une cellule de Daesh fera plus de mal, ce que nous plaise à Dieu. On y a eu droit en 2015 2 fois, mais bien plus que l'Iran, même si l'Iran, certes, nous a attaqués sur le territoire dans les années 80, mais il y avait un conflit avec
les Irakiens que la France a baqués. Donc c'est du terrorisme en réponse à une position que l'Iran a jugée hostile. L'Iran ne viendra pas frapper l'Occident comme ça. Les Russes n'ont jamais favorisé la prolifération nucléaire. Exactement. Depuis avant les années 90, ils ne l'ont pas fait. C'est pas eux qui ont aidé les Chinois. Ils les ont aidés à développer des tas de choses, mais c'est pas eux qui leur ont donné l'arme nucléaire. Les Russes, après les années 90, ont enlevé toutes les armes nucléaires qui étaient dans tous les pays du pacte de Varsovie. Elles ont toutes été détruites. Ils sont passés de 30 000 têtes à 6 ou 7 000 têtes aujourd'hui. Jamais les Russes n'ont encouragé la prolifération des armes nucléaires. Et aujourd'hui, d'ailleurs, avec l'Iran, les Russes leur fournissent le combustible de leurs centrales thermoélectriques de Boucher et ils récupèrent les déchets radioactifs après les rechargements de cœur. Les Russes, là-dessus, ils sont très prudents. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, nous faisons fonctionner, nous et les Américains, nos centrales nucléaires avec de l'uranium enrichi par les Russes. N'est-ce pas ? Ne l'oubliez pas. Et puisque vous parlez des Russes, écoutez Medvedev ce soir. Les Russes très prudents ces derniers jours concernant la situation. Medvedev sort, lui, du placard et il est très vocal, disons, sur la possibilité toujours que la Russie a avec l'arme nucléaire. Toute personne qui a accepté de se présenter et qui a été élu à la présidence d'un pays nucléaire, quel qu'il soit, ne peut exclure cette possibilité, car sinon, elle serait tenue de renoncer à ce type de fonction. Il existe des documents spécifiques qui définissent la doctrine nucléaire. Et nos forces nucléaires stratégiques se développent. Il est donc naturel de ne jamais exclure cette possibilité. Mais Dieu nous en préserve. En tant que commandant en chef suprême, j'ai naturellement participé à toutes les formations nécessaires à cette époque, y compris celles sur les armes nucléaires. En entendant ça, on comprend l'obsession des Iraniens d'avoir eux aussi la bombe. Ça change tout. C'est une assurance vie. Hein. C'est pour ça que la Corée du Nord tient également à avoir la bombe. Et c'est vrai que les pays la France qui ont renoncé ont été, leurs dirigeants ont été éliminés. Donc ça, effectivement, on comprend pourquoi. Alors là, cela dit, Medvedev, il est très sage là, parce qu'il récite la grammaire de la dissuasion exactement nucléaire. La grammaire. C'est la raison pour laquelle le général de Gaulle, effectivement, a voulu doter la France de l'arme nucléaire quand il est revenu aux affaires. Après 56, notamment. 58, voilà. Après 56, l'abandon par les Américains de ses alliés anglais et français qui voulaient virer un dictateur en Égypte. Et surtout, ce que pensait le général de Gaulle, c'est que en cas d'une attaque soviétique contre l'Europe occidentale et donc également contre la France, eh bien les Américains pouvaient très bien regarder ailleurs et ne pas se montrer solidaires, notamment nucléairement, avec les Français. Que la France faisait pas partie forcément des intérêts vitaux des États-Unis d'Amérique. Le général de Gaulle en avait fait l'expérience en 1940, sur notre territoire. La France ne faisait pas partie des intérêts vitaux des États-Unis d'Amérique, et donc il a dit, eh bien, il faut que je puisse me défendre moi-même. Et aujourd'hui, tout le monde salue cet effort quand on commence à avoir quelques doutes à propos de la solidarité américaine automatique. Les déclarations de Trump ce soir, Trump qui dit nos bateaux, nos meilleurs bateaux, nos plus grands bateaux sont en route vers l'Iran, et qui s'en prend aussi à Cuba. Les ambitions de Trump sur le Canada, sur Cuba, ils vont le prendre au sérieux maintenant qu'il a quand même enlevé Maduro. Ça fait que il postillonne partout. Non, mais il va s'intéresser à Cuba, c'est clair. Et écoutez-le qui parle de Cuba dans des termes qui ne sont pas vraiment avenants, disons. Un pays failli. C'est un État failli. Ils n'ont plus d'argent du Venezuela, ils n'ont plus d'argent du Mexique. C'est un État failli. Le Mexique va même cesser d'envoyer son pétrole. Je veux prendre soin du peuple cubain. Vous savez, on a beaucoup de Cubains ici. Des gens qui ont été expulsés, des gens qui en sont partis. J'y étais il y a plusieurs années et beaucoup aimeraient revenir, au moins visiter leur île. Je pense qu'on est proche de cela et on parle avec les dirigeants cubains. Est-ce qu'il y a une revanche de l'histoire ? L'Iran, ça fait depuis 79 que ça dure, qu'elle défie les Américains. Cuba, depuis
1959, le départ de Batista. Ouais. Donc c'est encore et plus ancien. ancien. Et l'échec de 61. Donc ça fait 65 ans. C'est l'idée, effectivement, de pas de vengeance, de revanche. Et comme Trump veut rester dans l'histoire le plus grand président américain, eh bien, il va laver l'honneur de l'Amérique dans son esprit en Iran, ensuite à Cuba. Puis il va agrandir son pays avec le Groenland. Il n'a pas abandonné cette idée. Mais il est dans cette idée, effectivement, de... Voilà. Mais avec une préférence qui est intéressante. Vous avez tout à fait raison, mais avec une préférence pour la négociation, puisque là, il a encore dit sur Cuba, nous sommes en train de parler avec les dirigeants cubains. Donc il a quand même une nette préférence pour la négociation diplomatique. Il veut pas de guerre, il veut pas s'enliser. Il n'aime pas la guerre. Il n'aime pas la guerre, il n'aime pas les morts. Il y a quand même le phénomène de l'humiliation. Je veux dire, c'est un État failli, mais qui a humilié la plus grande puissance du monde et qui continue à l'humilier à 150 km des côtes de Floride. Il y a un petit village, pas gaulois, mais cubain, qui résiste encore et toujours à l'envahisseur depuis donc 67 ans. C'est absolument considérable. On comprend qu'en Iran, bon, allez, c'est là-bas, etc. Mais là, c'est aux portes, et ils n'ont rien pu faire. Il y a eu la baie des cochons. L'invasion n'est pas si simple. Hein. Il y a Guantanamo. Il y a Guantanamo. Il faut dire Biché, etc. Et moi, je crois que le problème n'est pas résolu avec Cuba. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Il faut dire qu'Eisenhower, en fait, a très mal pris la nationalisation des compagnies américaines en Cuba, mais peut-être qu'il aurait pu et a commencé un système de sanctions. Mais là, les Américains ont été beaucoup trop durs. Finalement, le régime de Batista, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il faisait de Cuba? Il faisait une sorte de casino, un immense bordel pour la population américaine. Il faut dire les choses comme elles sont, voilà, et que en fait, Fidel Castro était assez populaire. Et à l'époque, quand il prend le pouvoir en 59, il n'est pas du tout lié. Non, il était souple. Absolument. Il n'est pas lié à Moscou. Il aurait pu il aurait pu le récupérer. C'est Eisenhower qui ne supporte pas des nationalisations. Bah oui, un pays a le droit de nationaliser des entreprises quand même, c'est quand même la moindre des choses, et c'est en fait une erreur américaine. Et même je me souviens d'avoir parlé avec des sénateurs il y a 10 ans aux États-Unis et qui eux-mêmes reconnaissaient que c'était une politique folle, que cette politique de blocus de Cuba, mais que pour des raisons électorales américaines, c'est-à-dire il y a des États, par exemple le New Jersey, où les immigrés cubains sont très importants, et vous avez aujourd'hui le secrétaire d'État américain Rubio, qui lui aussi veut sans doute prendre sa revanche puisqu'il est un réfugié de Cuba. Est-ce qu'il y a une forme de revanche effectivement de l'histoire? Venezuela, ils avaient été en partie chassés depuis 79, en tout cas les compagnies pétrolières. Hein. Quand Chavez s'est installé, il a viré tout le monde. En quelque sorte, il est en train de rattraper du terrain. Regardez l'image qu'il avait produite dans le bureau ovale, où face aux Européens, il montrait qu'il voulait couvrir vraiment tout le continent américain du nord au sud, évidemment du drapeau américain. Alors, le Canada, il y a le Groenland. Le Venezuela, on en sourit, on en rit, et en même temps, Venezuela, il a réussi un coup. Vous disiez, peut l'imaginer. Est-ce que c'est la revanche et le mot-clé? Écoutez ce qui était la carte de vœux, en quelque sorte, de Trump pour lancer l'année, le film Gladiator, qui est le thème de la revanche et même un peu de la vengeance. Restez en ligne. Restez avec moi. Mes frères, ce que nous faisons dans la vie, c'est pour l'éternité. À mon signal, déchaînez l'enfer. C'est le message de la Maison-Blanche officielle pour lancer l'année 2026, année de la revanche. Oui, et il parle également de l'éternité, en disant ce que nous faisons là est pour l'éternité. Et les phrases ne sont pas choisies au hasard, et je pense que lui aussi réfléchit à son héritage historique, compte tenu en particulier de son âge. Est-ce que nous sous-estimons ici en Europe, il faut rappeler la guerre de 14-18, la guerre de 70, historiquement, la revanche, c'est une idée très importante dans les nations. La France a souvent la revanche en 1914, c'est absolument évident. Moi, j'ai un grand-père qui a fait la guerre 14 et qui disait « J'ai été nourri à la haine des Boches ».
voyez, donc un petit peu. Et en fait, c'est comme ça. Je veux dire, les hussards noirs de la République, avec la statue de l'Alsace-Lorraine sur la place de la Concorde, avec un voile violet pendant les 40 années où ça a été occupé. Moi, j'ai une carte de mon arrière-grand-mère des années 1880, et les provinces occupées sont en violet. Et c'est ça qu'on montrait aux écoliers. Et ça, ma grand-mère me l'a donné. C'était la carte de sa maman, à peu près des années 1880-90. Et Alsace-Lorraine, c'est tout en violet. Et donc, on préparait vraiment les gens à la revanche. C'était ça, en fait, récupérer la terre sacrée. Ils pensaient toujours, n'en parlaient jamais, on disait à cette époque. Mais il faut voir qu'en 1898, la France change, c'est la gauche qui arrive au pouvoir, et donc la guerre franco-prussienne a 30 ans là, et la nouvelle priorité de la gauche, c'est la mission civilisatrice de la colonisation. Et les meilleurs de Saint-Cyr, à l'époque, mon général, c'est le lieutenant Sagan. Ils vont dans les troupes coloniales. Sur la revanche, est-ce qu'on a là une clé de Trump? Nous, Européens, l'idée est taboue maintenant. Au contraire, il ne faut surtout pas se venger. L'Union européenne a été faite sur l'idée que le temps de la revanche est terminé. Bien sûr. On ne se venge plus. Et on ne se venge plus, alors que dans le cas de l'Union européenne, c'est quand même sur ce territoire qu'on a eu les pires crimes du XXe siècle. Je pense à la Shoah, à l'Holocauste, qui a fait 6 millions de morts parmi la population juive, et 50 millions de morts suite à la Deuxième Guerre mondiale. Et malgré cela, l'Europe a réussi à se réconcilier, à faire table rase du passé. Même les présidents français, rappelez-vous. De Gaulle, Adenauer. Exactement. Et rappelez-vous, ici même, en France, quel a été le premier président quelle a été l'année où on a commencé à parler des horreurs? Ça a été Lacombe-Lucien, ça a été le chagrin et le désir. Quand est-ce qu'on a commencé? Et la chagrin et la pitié. Et oui, eh bien ça, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à regarder en arrière. Pour les Américains, on y va. C'est un peu, il n'y a pas cette finesse là. Merci beaucoup à vous. Merci à celles et ceux qui nous envoyaient des questions. Vous voyez, et c'est l'autre QR code en bas de cet écran pour suivre, pour réécouter cette émission ou l'écouter. Il est affiché ici en bas de l'écran. Merci beaucoup à toute l'équipe qui a préparé cette émission et merci à vous de nous avoir suivis.